Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les injustes. Toujours en Zoom, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut. Hey, je suis content de vous retrouver après Noël, comme ça. Normalement, on est supposé avoir été gâtés. Avez-vous eu pas mal de stock ou... Chicanez-vous pas pour répondre, là. Vous avez chacun votre tour. Mais quoi? On est supposé avoir des cadeaux à Noël, OK? Ouais, Ben, normalement, oui. Vous avez... Jean-Nic, t'as pas été gâté, toi? Normalement, ta blonde, elle te gâte un peu. Oui, effectivement. Ben, moi, mon Noël n'est pas fini parce que, comme un peu tout le monde, j'imagine, nous autres, c'est en privé en partie Noël. Il reste encore mon père plus tard cette semaine, chez ma mère la semaine prochaine. Mais le Noël qu'on a eu en fin de semaine, oui, ma conjointe m'a acheté l'intégrale de Calvin et Hobbes. Beau petit beau cadeau. Puis j'ai hâte de pouvoir lire, surtout de le découvrir avec mon petit gars. Je pense que ça va faire une belle lecture avec lui. Et toi, Alan, la personne que t'aimes le plus, t'as-tu fait un cadeau? C'est-à-dire, t'es-tu fait un cadeau? Non. T'aurais pu dire oui. Alan, ça fait des cadeaux à tous les jours. Alan, ça fait des cadeaux tous les jours. Mais dans le temps des fêtes, c'est une période propice pour augmenter la bibliothèque. En tout cas, dans mon cas, j'ai reçu pas mal de petits trucs. D'ailleurs, Jean-Luc, tu m'avais conseillé Saga de Brian K. Vaughan. Maudit que j'ai hâte que tu le lises qu'on en parle. Ouais, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ben, c'est encore sous le modèle des compendiums, ce qui est quand même assez pratique. C'est des gros volumes, mais t'as pas à courir après les trade paperbacks puis de payer une fortune, là, c'est quand même assez abordable. Ma conjointe m'a acheté ça. Bien hâte de commencer à le lire. Écoute, Invincible, je les ai faites en quoi? 2 semaines et demie, 3 semaines? Walking Dead, j'avais fait ça vite aussi. C'est pas le même style de lecture, tu vas voir que c'est plus lourd un peu, ça se lâche pas aussi vite que tu le voudrais. Non, c'est ça. Là, j'ai hâte de l'essayer, en tout cas, là, de voir de quoi ça a l'air. Les dessins sont superbes. Le compendium, la qualité est superbe aussi. Papier glacé, tout. Honnêtement, j'ai été vraiment surpris. C'est une écriture brillante. C'est une bande dessinée qui est géniale, qui mérite tous les prix qu'il a gagnés, mais c'est vraiment pas quelque chose, moi, qui était venu me chercher. Et il l'avait quoi, classifié du nouveau Star Wars? Non, c'est pas ça? Ben, c'est moi. En fait, moi, souvent, je le qualifie de nouveau Star Wars. Quand j'ai commencé à lire ça, là, je me disais... Je ne suis pas un gros fan de Star Wars, là, mais comme tout le monde, j'apprécie un peu. Mais quand j'ai tombé dans ça, là, je me suis dit, je voudrais que plein d'autres auteurs, s'approprient cet univers-là, puis qu'ils écrivent des histoires sur tous les personnages. Je veux qu'il y ait des films, des séries télé. Je veux des albums de musique de saga. C'est comme, ça m'a vraiment parlé. Là, ça m'a shaké, cette série-là. Mais là, il y a un seul... avant qu'on passe à autre chose, je veux juste terminer. Là, il y a un seul compendium de sortie. C'est-tu parce que c'est encore ongoing? Dans le fond, la série est en hiatus. C'est du ongoing, dans le fond. Puis là, il était rendu à ce que j'imagine est à peu près une 50aine de numéros. Puis ils ont arrêté, si je ne m'abuse, fin 2017. Ils ont décidé de prendre un break. Puis Brian K. Vaughan a annoncé, dans le fond, que ça représentait comme la première moitié de son histoire. Puis quand ils vont recommencer, ça va être mais pour la deuxième moitié, puis ça va être terminé. Okay. Puis là, il a annoncé récemment qu'ils sont en train d'écrire. Ça devrait être le 21. Il n'a pas annoncé que ça allait être un 50 numéros, puis peut-être qu'il allait mettre ça à faire ça en bas de 30 numéros. En tout cas, je pense qu'il a réduit ses attentes. Là. Oui, ça se peut. Il termine ça avant parce qu'il y a quand même déjà du stock. Puis le concept, c'est que tu commences la BD, puis c'est la jeune fille que ses parents sont les personnages principaux qui racontent l'histoire. Puis elle n'est pas encore née quand l'histoire débute. Puis où on est rendu présentement, sans spoiler, là, elle est encore un enfant. Okay. Qu'on soit rendu à la fin où elle raconte cette histoire-là, il y a encore beaucoup de stock. OK, fait que dans le fond, là, on est laissé un peu comme sans véritable fin, là. Fait que c'est un peu choquant. Non, exactement. Il y a pas de bad. Il y a toujours des résolutions, là, mais en tout cas... Mais il reste encore du stock à raconter. Oh oui, beaucoup. OK, good. Fait que... Parce qu'on n'est pas encore rendu au point où la série commence. Good, fait qu'on va suivre ça. Puis écoute, je vous donnerai des nouvelles. En tout cas, je t'en reparlerai, Jean-Nic, quand j'aurai l'occasion d'en lire. Hey, beaucoup de choses aujourd'hui. On va revenir, entre autres, sur Wonder Woman, donc 1984, qui est sorti pour les HBO Max ou encore sur les différentes plateformes de location en streaming. Donc, on a eu l'occasion de le voir, moi puis Jean-Nic. On va vous en parler. Après ça, on va vous reparler de l'appel de... Et là, vous allez m'aider. Cthulhu, Ch'toulou, Ch'tilu, Ch'tulu ou Toulou? Cthulhu. On prononce ça
Kitari. Non, honnêtement, tu l'as pas eu une fois. C'est vraiment Cthulhu. Cthulhu. OK, donc l'appel de Cthulhu. Puis pour t'en prendre, là, ce qu'on va pas te citer, c'est Riley. Okay? Riley, ouais, ça, je pensais que je me doutais que ça allait être comme ça. Mais donc, c'est vraiment Cthulhu. Parfait. Cthulhu, donc l'appel de Cthulhu avec de Gutanabe qui continue cette super belle série que tu nous as déjà proposée dans des épisodes antérieurs. Et cette fois-là, je me suis fait convaincre de l'essayer. Puis on s'en reparlera tout à l'heure. Et pour commencer, on reparlera de Ready Player 2 aussi parce qu'on a commencé à le lire tous les trois. Il y en a un seul brave qui a réussi à le terminer. Donc, on verra ce qu'on en a pensé. Mais pour commencer, et... probablement l'épisode le plus... comment je pourrais dire? Vous avez adoré ou vous avez détesté la finale de The Mandalorian. Et là, je suis curieux de vous entendre avant de vous donner mes propres impressions. La série est terminée. J'aimerais d'abord savoir ce que vous avez pensé de la saison 2 dans son ensemble et le dernier épisode. Tu commences? Vas-y, Jean-Luc. OK. Je suis mitigé. J'ai autant d'amour que j'ai de déception dans cette saison-là. Le dernier épisode, ben, tu sais, là, on va en parler sans spoiler, là, avec tout ce qui arrive dedans. C'est génial, c'est du gros fanservice, mais en même temps, c'est ça qui me gosse. J'avais l'impression que depuis la saison 1, Mandalorian développait son univers, puis j'en avais parlé par le passé, tu sais. J'aimais ça qu'on soit à côté de Star Wars, qu'on soit dans cet univers-là, qu'on construise, mais qu'on soit plus lié à la série Skywalker. T'sais, les personnages se développent par eux-mêmes. Puis, il y avait beaucoup de trucs qui étaient laissés en suspens dans la première saison. On avait beaucoup de trucs sans réponse. Puis, j'ai trouvé qu'on a rushé un peu ça dans saison 2. On en a parlé plus tôt, l'épisode avec Ashoka, où il nous garoche le nom de Grogu, de où il vient, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a d'autres Jedi. Puis là, ben, c'est comme en 3 épisodes, tout ça est réglé. Le côté, on se demandait, on a l'impression qu'à chaque épisode, il rencontre un nouvel ami qui va venir l'aider. Ben, c'est exactement ça. On arrive dans l'épisode final, puis il monte sa clique avec presque tous les personnages qu'il a rencontrés dans la saison pour arriver avec la finale, parler probablement plus amplement un peu tantôt. Puis moi, j'ai trouvé que ça venait comme enlever un peu le souffle de tous ces personnages. Mando, c'est à propos de Mando, puis Yado, puis leur relation qui se construit, puis lui, puis ce petit bébé-là qui se promène à travers la galaxie. Puis je suis content que leur histoire soit terminée, puis qu'il l'ait amené à bon port, puis qu'il soit reparti. Mais en même temps, c'est comme s'il nous disait, tous ces personnages-là que vous avez vus affronter bien des intempéries, ben ça vaut rien parce qu'au final, on ramène Luke Skywalker, puis lui, il fait le ménage. Alan? Personnellement, mon avis se rapproche pas mal à celui de Jean-Nic. C'est parce que Mandalorian, moi, personnellement, ça fait longtemps que vous savez, tout ce qui touche gros cul, le petit bébé Yoda, ça me tombe ses nerfs. La deuxième partie avec son niveau de cuteness, avec les bébés œufs, les grenouilles, puis tout, c'était à vomir. Je déteste ça à mourir parce que c'est pas ce que je voulais voir dans la série. Après, ils ont décidé d'élaborer dans la série puis nous montrer qu'ils s'en allaient dans l'univers étendu de Dave Filoni. À Chocotano, ils ont présenté Bo-Katan, il y a le Darksaber, c'est beaucoup pointé. Et en plus, dans le fan-service, on est encore plus loin chercher les Dark Troopers qui étaient sortis dans le jeu avec Kyle Katarn Dark Force au début des années 90, et c'est un shooter qui existe. On est vraiment dans l'univers étendu au grand complet de Star Wars. On s'en allait très, 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 très loin là-dedans. Puis on voyait là, qu'on allait vraiment, vraiment dans l'univers de Dave Filoni pour nous ramener Skywalker à la fin. La saga Skywalker, c'est fini, c'est mort. Ils ont scrappé les personnages, ils ont scrappé les fans, ils ont finalement, Disney, là, on sait tout ce qui s'est passé avec la dernière trilogie. Ça a été pratiquement une catastrophe de A à Z. On n'a qu'à checker l'allure du box-office entre le premier, le deuxième et le dernier. On voit quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis, même dernièrement, dans le temps des fêtes, ils ont sorti le coffret, la saga Skywalker, la saga, les 9 putains de films de la saga Skywalker. En fait, on faisait comme c'est fini. Skywalker, il existe encore des bandes dessinées, ça finit là. Ça n'a pas de là, il est encore à TV. Je dirais que je vais peut-être être celui qui est positif dans la gang, juste pour donner aux auditeurs un appétit, qu'on n'est pas toujours là tous d'accord. Là. Je suis d'accord à 100% avec vous que moi, le feeling que j'ai détesté le plus de cette saison-là, c'est le feeling Age of Ultron.
J'ai eu, à bien des égards, bien des moments, l'impression d'assister à des infos publicités de nouvelles séries qui sont pas sorties encore. De tests de ballons. Ça, on en avait parlé dans l'épisode précédent, puis ça reste jusqu'à la fin du dernier épisode. Ça me gosse. Maintenant, je trouve que le dernier épisode, contrairement peut-être à celui avec Ashoka puis celui-là avec Boba Fett, j'avais l'impression d'avoir un peu plus de Mando. Là. Je retrouvais Mando. J'étais content de retrouver Mando. Bon, Luke Skywalker. Les fans de Star Wars sont probablement les pires fans de l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien de pire pour Star Wars qu'un fan de Star Wars. Et je le sais, on est tous des fans de Star Wars et il y a des guerres de hiérarchie de fans de Star Wars. Là, ceux qui ont lu, ceux qui n'ont pas lu, ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'aiment pas. Puis là, dépendamment de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas, ça peut se tirer. Les plus belles conversations que j'ai eues autour d'un feu l'été, c'est à propos de Star Wars. OK? Tout le temps. Parce qu'il y a tout le temps de la chicane, il y a tout le temps de quoi qui ne marche pas. Moi, je suis un fan de la saga Skywalker. Et pour moi, Star Wars ne pourrait être que ça et je serais très heureux. Ça ne me dérangerait pas. Mando m'a ouvert les yeux sur autre chose, mais moi, j'avais peur, contrairement à toi, Alan, que ça aille trop dans l'univers de Filoni. Là, je me disais, écoute, man, t'as eu ta chance à Star Wars. You got your shot à Star Wars. T'as fait des animés, c'est parfait. Maintenant, on avait Favreau qui faisait de quoi que je trouvais intéressant dans la première saison. Je me disais, on va ailleurs, c'est le fun. OK, j'accroche plus parce que je l'ai essayé de taper Clone Wars. Rebels, j'ai pas été capable. Bon, c'est correct, c'est personnel. Moi, j'ai pas aimé ça. Mando, j'ai fait comme, c'est intéressant, c'est le fun. Puis là, j'ai l'impression d'assister à la marvelisation de Star Wars. Il faut tout avoir vu pour tout comprendre. Puis tout se passe en même temps sur différentes lignes du temps. Là, pendant que vous écoutez ça, ben, il se passait ça. Puis là, en même temps, il s'est passé ça. Puis si vous voulez savoir pourquoi il se passe ça, ben, c'est parce qu'il se passait ça. Je suis un peu moins fan de cette affaire-là. Pour Skywalker, à la fin, tu sais, je serais vraiment de mauvaise foi de vous dire que je n'étais pas content de le voir, là. T'sais, après réflexion, j'en suis venu à la même conclusion que vous autres. Mais je vous demande de penser au moment où vous l'avez vu arriver dans le couloir. T'sais, un peu comme Darth Vader dans Rogue One. T'as peu. C'est pas rien que dans le couloir quand tu vois le X-Wing arriver. Parce que là, j'ai été négatif, mais on va parler du positif aussi. Là. Quand le X-Wing arrive, j'étais là. Moi, je pensais jamais qu'il allait aller là. Jamais je pensais qu'il allait aller là. Parce qu'habituellement, quand ils font ce genre de clin d'œil-là, c'est toujours subtil dans le coin gauche-droit ou une mention ou un peut-être. Puis, tu sais, il faut le dire, les fans, là, on court après ces mentions-là. Quand ils nous les donnent, on trouve ça con. Quand ils nous les donnent pas, on se dit pourquoi ils nous les ont pas donnés. Ils sont un peu dans une position de damn if you do, damn if you don't. Là, ils ont fait Skywalker, ils nous l'ont donné, puis Alan, t'as raison, même séquence que Rogue One. Puis j'ai eu la même réaction que dans Rogue One. Parce que moi, si tu me demandes aujourd'hui, quelques années plus tard, qu'est-ce que tu penses de cette séquence-là dans Rogue One? Complètement inutile. C'est pas si bon que ça. Puis il aurait pu l'enlever. Mais au moment quand j'étais dans le cinéma, quand c'est arrivé, j'avais 8 ans. Là. Écoute, dans mon salon, quand j'ai vu Luke Skywalker, là, j'avais 8 ans, les gars. Là. Puis, soyons honnêtes, là, c'est ça qu'on voulait voir dans les débuts de l'épisode 8. Là. Kylo Ren se fait torcher par son ancien maître sur ce style-là, là, avec des pouvoirs genre quasi-empereur. Là. C'est ça qu'on voulait voir. Là. Wow. Il l'a presque fait en faisant du breakdancing en fantôme. Bon, vous comprenez par ce long silence que c'est pas ce qu'on a eu. Fait que, tu sais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Puis, tu sais, au-delà de ça, dans cette petite séquence-là, de voir Luke se battre puis utiliser la force à toutes les sauces, c'est un peu comme le moment dans Rogue One. Puis, c'est pas pour rien qu'ils ont presque refait. Tu sais, le plan est presque le même. Là, quand la porte s'ouvre, puis il y a le sable laser presque l'autre bord que Darth Vader dans Rogue One, puis il découpe tout le monde. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'ils sont excusés puis ils ont reconstruit le personnage pour, tu sais, tout ce qu'on chiale tout le temps, là, tu sais, Darth Vader, il a de l'air fort, mais tu sais, c'est un combat de marde qu'il y a dans l'épisode 4 avec Obi-Wan Kenobi. Ben là, tu sais, ils sont venus nous le montrer. Le Luke qu'on voulait, là, qui contrôle la force totale puis qui ramasse tout le monde, là. Ils ont pris l'épisode pour nous montrer comment ces robots-là étaient supposés être forts, puis lui, il arrive, il fait le ménage, lance son sort, il les découpe en deux, il les écrase avec la force. Tu sais, c'est le côté qui manquait entre les épisodes 1, 2, 3, puis 4, 5, 6 sur l'utilisation de la force. Là, on dirait que Luke, là, il est venu tout reconnecter ça. Là, c'est que, autant, Alan, t'es fan de l'univers étendu, moi, je trouve qu'ils répondent bien à vos besoins dans Star Wars. Mais pour les fans de la saga Skywalker, là, moi, je voulais savoir ce qui arrivait après Return of the Jedi. Là. Puis 7, 8, 9, tu l'as dit, Alan, ça a été une catastrophe. Ça m'a donné zéro réponse, zéro hype, zéro fun, zéro...
Fait que, tu sais, cette partie de fans-là qui trippe sur la Skywalker saga, là, hey, on s'est fait chier sur le torse, là. Solide, là. Tu sais, il n'y a rien pour nous autres, là. Nous autres, on l'a pas, notre Rebels. Nous autres, on l'a pas, notre Clone Wars. Nous autres, on l'a pas, les livres. Nous autres, là, ce qu'on a eu, là, c'est 7, 8, 9. Puis ils nous ont dit que c'était la petite fille de Palpatine, Calice. Ouais. Fait que je peux-tu te dire que quand je l'ai vu arriver dans le couloir, le Chris de mal fait de luxe en CGI laid, là, ben j'ai fait, sais-tu quoi? C'est pas ce que je voulais, c'est pas au bon moment, c'est pas ce que ça me tentait. Moi le prendre pareil. OK? Puis je vais avoir du fun pareil. Mais après une analyse plus stoïque, Alan, t'as tout à fait raison. Je veux dire, ça a donné quoi au final, tu sais? Ben, surtout, ça a donné quoi au final? Puis qu'est-ce que ça amène pour la suite, là? Hein? Honnêtement, ça sera audacieux, mais mais tu sais, Rosario Dawson, ça commençait à peu près comme ça, là. Sébastien Stan, c'est vrai qu'il est pareil. Et il ressemble même comme deux gouttes d'eau. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. Oui, ça serait possible qu'on pourrait revoir Luke une couple de fois puis il pourrait le modifier. Puis encore une fois, ça ramenait le fait de est-ce que ça va être vraiment quelque chose qui va ouvrir une autre porte sur le temps pour avoir une autre dimension parallèle ou whatever, ou ce que ça. Parce que, tu sais, rendu là, 6 ans-là, on n'est pas loin du moment où Luke est parti en ermite. Là. Exact. On est vraiment, vraiment proche. Oui, parce que là, il monte l'académie. Il y a sa chasse là, de chasseur de primes d'Holocron qui n'est pas tombé dans les sables mouvants, pauvre lui. Fait qu'il n'a pas pu le trouver. Il était à 3. Après, il commence à entraîner le fils de Léa, puis il slug tout le monde. Puis il décide de tuer son neveu, mais finalement, il décide de ne pas le faire, puis ça part ce qui se passe. Fait qu'il reste quand même pas une grande time frame. Quoique, tu sais, la time frame de Obi-Wan, fin Revenge of the Sith, A New Hope, est pas très grande non plus, là. Mais dans le dernier épisode, le bout que j'ai beaucoup aimé, c'est par rapport à Bo-Katan puis le Darksaber. Mm-hmm. Vous n'avez pas vu Rebelle, ça fait que vous n'avez pas vu l'ironie du sort là-dedans. Bo-Katan, c'était la dernière détentrice du Darksaber qui s'est fait voler par Moff Gideon. Sauf qu'elle, dans Rebels, elle n'avait même pas gagné le Darksaber par combat. C'était Sabine Wren, une autre Mandalorienne d'un autre clan qui avait le Darksaber. Puis à la fin, elle, Sabine, vu qu'elle s'en allait ailleurs, puis que Bo-Katan, elle faisait partie du Death Watch, puis qu'elle avait mené l'armée à gagner la guerre, elle lui a remis le Darksaber, puis Bo-Katan l'avait accepté dans cette série-là. Donc, elle n'avait pas gagné de façon legit. Et encore une fois, dans cette série-là, l'autre, il torche tout le monde, Mando. Il arrive à faire qu'il voilà ton épée. 2 fois de fil, qu'elle se fait donner sable sans le mériter. Mais ça porte une bonne question, c'est-à-dire, tu sais, je veux dire, on peut pas blâmer ça sur le réalisateur parce que là, sont tous là, les gens qui ont créé Rebels, là. Ils sont au courant de ce qu'ils ont fait, là. Pourquoi ils ont fait cette erreur-là? Je sais pas pourquoi ils ont fait cette erreur-là. C'est pour ça que sur Internet, c'est très drôle de voir. Ouais, si c'est une autre fille qui te le donne, c'est correct, mais si c'est un gars qui le donne à une fille, ça passe pas, par exemple. Hey, moi, ça m'a fait penser que quand j'ai lu ça, est-ce que vous vous rappelez dans Walking Dead, Rick qui perd sa main, puis dans la série télé, ça n'arrivait pas. Puis Kirkman avait dit je me suis peinturé dans un coin avec ça. Si je pouvais revenir dans le temps dans BD, il n'aurait pas perdu sa main. Je suis pogné avec ça. Puis quand ils sont arrivés avec la série télé, il avait donné son go. Il avait dit non, coupez-y pas la main. Là, je suis pogné avec ça, moi, dans BD. Puis je suis tout le temps bloqué avec ça. Fait que peut-être que Fellini, c'est ça qu'il a fait aussi. Là, il s'est dit bon, maudit. Cette règle-là, c'est un peu de la merde. Là, ça me prend autre chose. Il sait que Mandalorian s'est écouté, puis c'est canonisé pas mal plus que Rebelle. Fait que probablement que c'est une opportunité qu'il a vue de corriger une quelque de chose ses qu'il n'aimait erreurs. pas. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est pas bête. C'est pas bête. Puis créer comme aussi un conflit peut-être entre les deux. Là, mais, parce qu'on s'entend que la 3e saison, si on est le moindrement devin, ça risque d'être ça. Là. C'est une guerre entre Mandaloriens. Là. C'est ça. Ben, c'est vers ça qu'on s'en va. Ça va être la guerre contre le Moff Gideon. Là. Ça va être peut-être pas mal l'arrivée du Death Watch, puis qu'est-ce qui va s'en suivre. Là. Ça vous intéresse-tu ou vous trouvez que c'est correct de même, ça finit de même, puis regarde, on n'en veut pas plus? Ben, tout dépend, parce que Desposito, là, en Moff Gideon, est un personnage qui est super intéressant et qui amène beaucoup, beaucoup de couches intéressantes dans l'Empire. Moi, toutes les séquences que j'ai pu voir avec lui puis ses officiers, je trouve que dans cette série-là, le côté de l'Empire, comme on avait parlé avec l'épisode avec Bill Burr, où tu vois les impériaux de la façon qu'ils pensent, ouais, les rebelles, c'est quand même des terroristes, ils ont tué une couple de millions de personnes en faisant autant de stars, mais la semaine d'avant, il y avait tué 3 milliards de personnes sur Alderaan, mais ça, tout est question de point de vue. Puis dans cette série-là, on va vraiment
plus le côté de l'Empire. Puis avec Moff Gideon, c'est ça qui est le fun de voir cette optique-là. Mais il est-tu mange-marde quand il voit arriver le X-Wing, là? Puis qu'il comprend en même temps que tout le monde. Ben, en fait, lui comprend, les autres ont pas l'air de comprendre, puis il essaye de tirer le bébé Yoda, puis après ça, il essaye de se tirer lui-même. Mais quel style de mange-marde! Je trouve tellement que c'est un bon méchant, puis moi, je suis d'accord avec toi, Alan, il faut qu'il garde ce gars-là, parce que ça a été l'erreur de 7-8-9 d'avoir de bons méchants qui avaient des potentiels, puis de les avoir Même jetés 1, 2, rapidement. Là. Ouais, puis de les avoir. Ben, effectivement, Darth Maul, Count Dooku. Tu sais, ils les ont jetés rapidement, tu sais. Mais non, moi, Gideon, il faut qu'il le garde. Là. Il y a de quoi là. Ils tiennent quelque chose, je pense. Là. Puis je sais que les fans de Véloni trippent beaucoup sur le fait qu'éventuellement, ils vont ramener le personnage de Thrawn, puis probablement Ezra Bridger, je crois. Puis je pense que Thrawn, tu sais, je ne l'ai jamais vu, j'ai pas écouté la série, mais ce que les gens aiment, c'est que c'est un bon méchant qu'ils ont bien construit. Tu sais, il y a eu droit à 6 épisodes, à 6 livres, puis tu sais, il y a du stock derrière. Puis, tu sais, Moff Gideon, il y a ce potentiel-là un peu aussi. Tu sais, ils ont un acteur génial, puis tu sais, ils volent les scènes littéralement dans lesquelles il est. Fait que moi aussi, là, je pense qu'il faut qu'il le garde, puis il faut qu'il donne plus de matériel. Là. Moi, c'est un peu ma déception dans la saison. On le sait que c'était le gros méchant à la fin de la saison 1. Là, on l'a vu. T'sais, une chance qu'il était là aussi présent dans le dernier épisode de la saison 2, parce que sinon, il est là 3 minutes réparties sur 4 épisodes. Hey, en passant, juste, moi, le bout que j'ai adoré dans l'épisode, outre Luke qui démembre tout le monde, là, le robot qui punch le casque à Mando, là. Ah, c'était cool. C'est tellement cool. Quelle sorte de coussin qu'il y a dans son casque? Parce qu'il est quand même plié du Durastyle avec sa tête en fait de commotion cérébrale. Les joueurs de football là, sont très intéressés par les coussins qu'il y a là-dedans. Là. Man, il en mange une sacrifice. Là. Je vais terminer ma critique sur une note positive là, de Mando. L'affaire que j'ai le plus aimé dans l'épisode, puis tu sais, je l'ai dit tantôt, j'ai décollé en allant avec le mauvais. Là. Et la scène où Grogu fait enlever son masque à Mando, puis Mando fait comme il veut montrer sa face à ce qu'il considère son fils, puis Yado, il va y toucher à la face. Je suis désolé, là, j'ai braillé. Là, moi, dans tout cet épisode-là, il y a plein d'affaires cool, là, mais moi, c'était ce 15 secondes-là là, qui a fait c'est une maudite bonne série, puis je le conseille à n'importe qui. Rien qu'à cause de ça. L'arc narratif, il a été bien amené jusqu'à la fin. Ça, c'est une séquence qui est un petit peu bizarre aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont parlé du fait que est-ce que c'était le fait que Pedro Pascal avait trop chialé parce qu'il ne voyait pas à face que son Mandalorian ne va pas y enlever son camp. Je suis convaincu que non aussi. Sauf que d'une certaine façon, ça brise son côté personnage fanatique Mandalorien. Parce que lui, il fait partie de la branche du. Je sais qu'il est plus ça, il a évolué. Là. Je sais qu'il est plus ça à la fin, sauf que, encore une fois, oui, il est plus ça à la fin, mais ce qu'on avait vu dans la première saison avec son arc narratif puis sa ligne dure, sa gang-là, il ne s'est jamais revu. Est-ce qu'il va y revoir? Puis qu'est-ce qui va se passer avec sa gang-là vu qu'il s'est attendri puis qu'il est plus du côté de Gatwatch maintenant? Moi, je pense que tu as la réponse à la saison 3. Oui, puis c'est intéressant en tabarnouche, là, moi, parce qu'il va changer de gang. Là. Quand il va retourner sur Mandalore, il ne sera plus du même bord qu'il est au début. Là. Non, et ça risque d'être fort intéressant. Hey! Puis mention spéciale à Sacha Banks qui est assez efficace en Mandalorian. Laquelle? C'est qui, ça? La lutteuse. C'est là qui a torché Boba Fett dans le bar au début. Je ne l'ai même pas reconnu, tabarouette. Ah, ouais. Dans le générique, ils ont mis son vrai nom dans le générique, okay. Mais c'est là que flippé Boba Fett au début dans le bar, c'est Sacha Banks. Excuse-moi, Boba qui? Boba Fett. Ah, Boba Fett. D'ailleurs, la scène finale, là. La scène finale, là, après les crédits, là. En tout cas, je suis content de voir que s'il n'y a pas Boba Fett qui a agressé, Bib Fortuna s'est laissé aller en temps. Hey, en 5 ans, il a pris du poids, Bib. Et Bib, là, c'est la sœur qui s'appelait Bob. C'était Bob Fortuna. Mais j'ai adoré, moi, cette scène-là. De voir Boba Fett sur le trône de Jabba the Hutt, j'ai fait comme « Wow! » Et ça m'intrigue, cette série-là. Ça m'intrigue beaucoup. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a un potentiel. Ça, c'est la série où sait vraiment pas ce que ça s'en va. Non. Puis, écoute, je suis content de voir que le personnage est pas mort. Puis qu'enfin, tu vois, ça c'en est un autre, un débat des fans. Tout le monde tripe sur Boba Fett, mais à chaque fois qu'il nous en donne, il nous en donne juste rien qu'un petit peu. Là, donnez-nous-en pour vrai. Là. Donnez du gaz. Le monde l'aime, le monde veut le voir. Ah ouais, donne du gaz. Remettez-le en fond. Ouais, peut-être là, une petite affaire esthétique. Quoique, moi, ça me donne un cosplay de plus. Là. Je vais pas à chialer. Je suis bien heureux de ça. Là. Pouvoir me déguiser en Boba Fett pour l'Halloween. Puis en Bib Fortuna. Et en Bib Fortuna aussi. Hey, passons d'une performance de Pedro Pascal à une autre performance de Pedro Pascal.
Wonder Woman 1984, bon, on sait tout ce qui s'est passé, là. C'est pas sorti en salle. Dans quelques salles, je pense, à travers le monde. Il y a des endroits où les cinémas sont ouverts. Il y a peut-être des endroits qui ont réussi à le passer, je pense. En Chine, il est sorti, puis je pense qu'il s'est rien que lâché 18 millions dans sa première fin de semaine. Là. C'est que c'est assez catastrophique. Un film de l'Asie était sorti en même temps, puis il a fait 32 millions dans la même fin de semaine. C'est que non, au cinéma, il n'est pas sorti nulle part, puis la réception a été... Et pour le reste, ben, c'était en location, donc en streaming. C'est un film on va avoir les chiffres officiels lundi, puis j'ai vérifié tantôt. Là. Normalement, les prédictions disent que le film va faire la meilleure performance de l'année pour le 3 jours, mais que ça va être quand même pas bon. Il va battre Tenet, mais je veux dire, Tenet, ça avait été un flop quand même. Fait. C'est bizarre, Tenet, les cinémas est encore ouvert au Canada, ouais. Il y a beaucoup plus de place aux États-Unis. Mais le mais monde n'y allait pas. présentement, les projections et les chiffres qu'ils ont, ils battent Tenet. Mais le monde n'y allait pas, Alan. Ouais. Les salles étaient vides. Là, Pourtant, quand Tenet est sorti, la pandémie était à un niveau qui était pas mal moins haut que présentement. Vraiment, à part de ça. Mais présentement, on est pire qu'en masse je crois la que passée. le buzz était plus gros pour Wonder Woman que pour Tenet. Bref, Wonder Woman, on l'attendait depuis le mois de juin. C'était la première date, je pense, mois de juin. Là, finalement, il est sorti hier. Je l'ai écouté avec ma conjointe, en anglais en passant. Là, je ne sais pas s'ils ont réglé le problème de la piste française, mais hier, il était disponible seulement en anglais. Où est-ce que j'ai pu le télécharger? Là. Ça peut être peut-être un problème pour certains de nos auditeurs qui sont peut-être pas bilingues. Là. Mais sinon, moi, je l'ai écouté hier. Puis, je ne sais pas si c'est l'attente qui a fait baisser mes attentes. Mais puis je sais pas si c'est un sacrilège de dire ça, parce que ça a l'air que tu n'avais pas le droit de parler contre le premier film. Là. Moi, personnellement, le premier film, j'ai jamais été un fan. Jamais. J'avais trouvé ça pas très bon. Moi, j'avais trouvé qu'il avait gâché ce film-là avec le dernier tiers du film. Moi, j'avais trouvé ce film-là génial parce que je trouvais que la morale était bonne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de méchant. Le méchant, c'était la guerre. Je trouvais ça génial. Puis après ça, ils nous ont crissé un moustachu dans un costume d'Arès, puis ils ont fait un gros combat de CGI qui était laid. Puis depuis ce temps-là, je suis pas capable d'écouter ce film-là. Fait que je partais vraiment avec des attentes qui étaient très, très basses. Et je suis obligé de vous dire que je préfère le deuxième. Je pense que c'est un meilleur film que le premier. C'est-tu un sacrilège de dire ça, Jean-Nic? Non. Mais en même temps, je suis comme sur Mandalorian, c'est ambigu aussi, parce que moi, le premier film, là, je voulais l'aimer. Je voulais de tout mon cœur l'aimer, puis je l'ai aimé. Je suis allé le voir 3 fois en salle, puis la 3e fois, je me suis presque écœuré. J'étais là, je pense que je le connais, je l'ai vu, j'ai fait le tour de ce film-là. Je ne sais pas si je le réécouterais. Puis finalement, quand je l'ai réécouté, quand il est sorti en Blu-ray avec ma blonde, elle a capoté sur le film, puis j'ai retrippé bien raide. Puis là, j'étais là, bon, si après 4 fois, si après une couple de mois à le revoir, je trippe autant, il y a quelque chose là-dedans. Puis j'y repense aujourd'hui, la scène, le No Man's Land, quand elle se lève, puis le thème d'école, puis qu'elle traverse les frontières pour aller dans l'autre tranchée. C'est complètement débile. J'ai le poil qui est hérissé rien qu'à décrire la scène. C'était vraiment une réussite. Puis le 3e acte, c'était un flop. Puis, c'est en train de sortir tranquillement. C'est Warner qui a poussé pour faire ça. Patty Jenkins avait une autre fin en tête. Ils l'ont obligé à mettre un méchant en CGI. Puis à dû retourner des trucs comme en roche pour avoir cette finale-là. Un classique chez Warner, finalement. Là. Encore et toujours, des petits problèmes avec Warner. Mais dans le fond, vu que le film a aussi bien performé, puis avec les problèmes qu'ils ont eu, ils ont donné carte blanche pour le deuxième. Puis je pense que ça a la qualité de ses défauts. Ce qui fonctionne dans le deuxième film, puis qui fonctionnait dans le premier, ben là, c'est pédale dans le fond. C'est le fun, c'est drôle, les scènes d'action sont cool, mais en même temps, des fois, ça s'éloigne un peu d'un film de super-héros, puis ça devrait pas. T'sais, le film, c'est l'éléphant dans la pièce, là, il y a une demi-heure de trop. C'est un film de 2h30. Oui, il y a assurément une demi-heure de trop, parce que cette demi-heure en trop-là fait en sorte que le film n'aurait pas dû s'appeler Wonder Woman 1984, ça aurait dû s'appeler Diana Prince 1984. Exact. Il y a beaucoup trop de Diana, puis on aurait pu prendre un petit peu moins de Diana, puis un petit peu plus de Cheetah. Effectivement, mais tu sais, je veux dire, j'en lis du Wonder Woman. Là. J'en ai lu quand même pas pire. Là. Je pense que je connais assez bien où est-ce qu'on s'en va avec ce personnage-là, puis quel genre de personnage, puis je connais assez bien l'histoire de Marston, puis sa blonde, puis son petit trio, puis comment ça a décollé, puis quelle était la genèse de ce personnage-là. Et ceux qui aimeront pas ça, vous aimerez pas ça parce que vous connaissez pas Wonder Woman.
Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est probablement l'adaptation la plus fidèle d'un personnage de bande dessinée qu'on peut faire. Parce que c'est ça, Wonder Woman. Woman. C'est ça, là. Ce que vous allez voir, c'est ça. Elle tue personne, elle voit le bon dans tout. C'est toujours le pouvoir de l'amour. C'est toujours la vérité qui est au centre de chacune des histoires, de sa genèse. C'est toujours ça, les thèmes qui sont abordés par Marston au début de sa création. Et on retrouve tout ça dans le film. Là. Puis je pense que c'est toi, Jean-Nic, qui m'avait dit ça. Tu sais, la première scène, là, quand vous écoutez la première scène, là, ben, c'est le film. C'est la morale du film, c'est ça. Là. Rien de bon naît du mensonge. Rien de bon naît de l'envie. Et le film, la trame, sans vous donner de spoilers, c'est exactement ça. Et il n'y a pas de méchant. On décolle avec des Olympiades, puis Wonder Woman qui est encore tout petite, puis qui participe, puis qui se fait dire par tout le monde, essaye de donner le meilleur, mais tu n'es pas obligé d'essayer de gagner. En tout cas, il arrive cette scène-là. C'est vraiment génial, c'est bourré d'action. Après ça, on jump dans le film. La scène du centre d'achat, qui est comme la deuxième scène d'action d'ouverture, là, moi, là, j'étais là, OK, si le film est capable de garder ce fil-là tout le long, c'est un fucking chef-d'œuvre. Malheureusement, moi, c'est la scène qui m'a le plus plu. Là. Non, ça ne revient pas à ça, mais c'est parfaitement Wonder Woman. Elle te ramasse une gang de brigands, c'est drôle. On se sent comme dans le Superman de Richard Donner. Les couleurs sont super éclatées. Elle donne un coup de pied, les vilains en vol dans les airs, ils se pètent au plafond. Elle les sauve en lui donnant des chaises. Ben oui, mais c'est ça. Tu le vois tomber, puis tu te dis, OK, ça va être une flaque de sang quand il va s'écraser. Non, à part à la course, elle le rattrape par les pieds, puis elle va l'assir sur une chaise, puis le sermonner. Ils ont compris le personnage. Genre, elle laisse une chance à tout le monde, un bourré de cœur. Puis, ça fait du bien parce que, les films de Marvel sont cool. Ils sont mieux réussis, selon moi, que ce que DC font, mais ils sont formatés. Tout est tout le temps pareil. C'est très normalisé. Là, ça fait du bien de voir un super-héros qui, c'est une déesse, là, puis elle gère ça comme elle peut gérer ça. Et je vous en parlais en dehors des ondes tout à l'heure, c'est que, tu sais, de croire que Wonder Woman a des faiblesses parce qu'elle est en amour ou parce qu'elle est en peine d'amour de son chum puis qu'elle faisait plus rien puis qu'elle attendait après ça pour faire ses exploits, c'est très mal comprendre le message de Wonder Woman. T'sais, le message de Wonder Woman, c'était pas les femmes doivent être comme des hommes. Le message de Wonder Woman, c'est les femmes ont le droit d'être des femmes et le fait d'être une femme ne devrait pas les empêcher de progresser. Donc, oui, elle est en peine d'amour, puis ça la fait chier, puis oui, ça l'empêche de progresser, mais elle le vit, puis on lui laisse le vivre, puis elle s'en rend compte elle-même. C'est pas un gars qui lui explique comment ça marche. Elle fait sa progression elle-même. Et je pense que la plus belle réussite de ce film-là, c'est Pedro Pascal. Wow. Maxwell Lord. Ben, lui, il vole le film. Ouf! Ah, quel bon méchant, pas méchant. Ouais. C'est... Ils ont transformé le personnage un peu, ils l'ont beaucoup humanisé, mais je veux dire, toutes les scènes dans lesquelles il est là, il en fait le maximum, puis c'est probablement le personnage le plus intéressant du film parce qu'il est fondamentalement humain. On ne peut pas y en vouloir. On termine le film, on fait comme, tout ce qu'il a fait, tu es assez d'accord avec ça. Il passe d'un loser à un gars qui veut tout contrôler, puis tu vois les motivations qui sont derrière ça, puis c'est ça, on peut pas y en vouloir. Là. Et on pardonne beaucoup d'incohérences au film de par le message qu'il projette. Tu sais, à la scène finale, là, elle fait ni queue ni tête. Là. Je veux dire, c'est technologiquement parlant, puis tu sais, story-wise, là, ça n'a pas de bon sens. Tu te dis, voyons, c'est impossible, mais t'es comme au-dessus de ça. T'es à un niveau plus philosophique que qu'est-ce qui se passe dans le film, dans un univers partagé, ou t'es moins dans le concret, dans le réel, t'es plus dans la caricature ou le dessin à gros traits. Là. Ouais. T'es plus dans le... Comment je pourrais dire? Tu lui pardonnes les incohérences et les choses qui se peuvent pas parce que tu te dis, c'est pas ça, là, ça va venir gâcher le message de la fin si c'est trop réaliste. C'est pas à propos de ça, exact. C'est ça, on s'en sac que ce soit pas réaliste, en fait. Là. On s'en fout complètement. Contrairement au premier film, le troisième acte est bien réussi. Je veux dire, les thématiques du film sont bien gérées, c'est cohérent, c'est une bonne histoire, ça a une bonne thématique, puis c'est bien intégré, puis c'est bien réglé à la fin du film. C'est pas mal plus cohérent que le dernier. T'sais. Puis Cheetah, il y avait eu quelques images qui avaient coulé sur l'apparence, entre autres, de Cheetah. Puis on se demandait si c'était bon ou pas bon, ou si ça était bien fait ou moins bien fait. Honnêtement, là, c'était bien correct. Là.
De la façon dont ils l'ont apporté, puis elle n'est pas nécessairement méchante non plus. Non, je pense que... Non, puis ils ont réglé le problème du mauvais CGI. Patty Jenkins, c'est pas folle. Là. Elle aussi, elle a vu que c'était pas beau. Bon, on va faire une scène de fight, puis ça va être la nuit. Ben, c'est ça. On va être éclairé au minimum, puis ça va bien passer. Ça fait que c'est moins tannant à l'œil. Tu sais, il y a des choses que tu dis, clairement, c'est pour vendre du jouet. Là. Je veux dire, l'armure sert tellement à rien. Je veux dire, c'est beau, c'est un hommage à Alex Ross, Kingdom Come, on a tous compris à patente, mais... je veux dire, elle sert absolument à rien, l'armure. Ça me sert à rien, mais l'utilisation est le fun. Moi, j'ai trouvé la scène où on voit comment elle avait été utilisée à l'origine, puis comment elle l'utilise, puis en tout cas... Déception de ne pas l'avoir vu sur grand écran? Absolument. As-tu l'impression que ça aurait augmenté ton expérience? Ça y aurait donné 1.5 de plus, facile. J'avoue que dans le salon... Parce qu'il y a beaucoup de scènes, parce que je me disais au début, dans le premier, ce que j'aimais, là, il y a des shots dans le film où je me disais, je prendrais un poster de ça. Et puis, tu sais, il y a comme une scène où elle jump avec l'arc bandé par-dessus une roche au ralenti, puis j'étais là, wow, c'est fucking épique. Puis il y en a 3-4 des scènes comme ça dans le film où je me disais, c'est magnifique. Puis j'étais là, je veux revoir ça. Et dans le 2, il y en a genre 50 des scènes comme ça. Puis au début, j'étais comme pas sûr, et puis à un moment donné, j'étais là, wow, tu sais, visuellement, là, c'est superbe. 30$, c'est-tu trop ou... Si t'es tout seul, c'est beaucoup d'argent. À 2, 3, 4, ça vient rembourser facilement le prix de ce qu'on aurait payé au cinéma, mais on n'est pas au cinéma. Parce que, tu sais, on calculait ça hier, moi et ma blonde, ça a coûté 30$. On était juste, elle et moi, parce que là, on n'a pas pu l'écouter avec les enfants parce qu'il n'y avait pas la piste française, qui est une chose que je ne comprends absolument pas. Là. Warner Brothers n'a aucune bonne raison de ne pas avoir offert la piste en français. Là. Ça, c'est un affront. Là. C'est peut-être mes vieux gènes de souverainistes qui ressortent. Là. Mais je trouve ça complètement inacceptable. Je trouve que c'est rire du monde. Puis c'est surtout démontrer à quel point ils se calissent de notre marché. Là. Donc, il y avait juste moi et ma blonde qui pouvaient l'écouter. Ça veut dire 15$ chaque. C'est à peu près ça le prix d'un billet. Si tu n'as pas pris de popcorn, tu n'as rien pris. Là. Bon, on va dire, mettons 10$ pour un billet de cinéma. Bon, fait que ça nous a coûté 30$ au total. Tu n'as pas le grand écran, tu n'as pas le système de son qui va avec. Alors, Anne, je pense que ton micro est accroché ou quelque chose. On entend comme... Tout ça. OK. Fait que... non, fait que pour 30$, je me suis dit, on s'en est sorti quand même pas pire. On va dire ça comme ça. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Ça fait le tour. On embarque sur Gutanabe. Je sais qu'Alan, tu nous en avais parlé. Alan, tu nous entends? Oui. OK. Je sais que tu nous en avais parlé beaucoup dans des épisodes précédents. Ça avait commencé avec lequel, juste pour que tu nous remettes dedans un peu? Les montagnes hallucinées. Ça fait combien de temps à peu près? Ça fait plusieurs années quand même. Ça doit faire facilement au-dessus de 5 ans. Là. OK, ça faisait déjà 5 ans qu'il était sorti? Ouais, parce qu'il ne faut pas t'oublier, tu as les montagnes hallucinées qui est sorti, dans l'abîme du temps, tu as la couleur tombée du ciel, tu as l'appel de Cthulhu qui vient de sortir, puis dans pas long, il y en a un autre aussi qui va sortir. Il n'y en avait pas un en 2 tomes, c'est lequel ça? C'est c'est les montagnes hallucinées. OK, parfait. Donc ça fait à peu près combien de temps qu'il est là-dessus, lui, Gutanabe? Ça fait 5 ans à peu près? Au minimum, facilement, parce que de la façon que les volumes que tu as achetés là, pour l'appel de Cthulhu avec les couvertures en cuir, là, ça fait quelques années que c'est sorti en français, là, que c'est publié, c'est Clown, je ne me trompe pas. Mais nous autres, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, nous. L'appel de Cthulhu vient de sortir au mois de novembre, au Québec. OK, mais il était sorti déjà en France depuis un certain temps? Voilà quelques mois. OK, puis le prochain, on sait-tu déjà c'est lequel le prochain? J'ai perdu le nom, mais le titre était déjà sorti, puis oui, il s'en vient en Europe d'ici le printemps. OK. Comment t'es tombé là-dessus? Explique-nous un peu, là, c'est quoi, c'est qui, puis ça fait quoi, ça? De la façon que je suis tombé dessus, c'est en écoutant Les Mystérieux Étonnants, à un moment donné, il en avait parlé, puis de un, quand j'écoutais Jake Dion, Ben et sa gang en parler, ils parlaient de l'art, puis de la façon qu'on sentait la peur là-dedans, puis à quel point c'était bien dessiné, puis les détails étaient incroyables. Tu sais, quand t'entends un dessinateur de la trempe de Jake qui parle d'un autre dessinateur, puis qui dit que c'est vraiment hallucinant tout ce que le gars fait. Puis aussi, c'est qu'ils ont commencé à parler du livre, puis qui parlait de la couverture qui était en cuir, puis de l'édition qui était vraiment hallucinant. Ça a piqué ma curiosité. Ça fait que ça m'a enligné à aller voir ça. Puis effectivement, la première fois que tu vois le manga avec la couverture en cuir, avec la gravure qui est comme page couverture, tu fais comme, OK, ouais, il y a comme un petit respect pour l'art, pour l'œuvre. Donc, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Et là, tu ouvres les premières pages. Là, tu fais, t'es comme, non, OK, là, je suis ailleurs. Écoute, tu m'avais conseillé ça. Moi,
Je connais Lovecraft de nom. OK, je suis pas un idiot, là. Je sais c'est qui à peu près. J'avais déjà entendu parler de Cthulhu, puis j'avais déjà entendu parler de couleur. Bon, tu sais, je suis un peu. Comment dire, pas initié, mais je connais un peu l'univers. Mais j'avais jamais osé lire les livres, probablement de par peur que c'est plusieurs pages, puis je me disais, je veux-tu tomber là-dedans? Arrêtez. C'est pas long à lire parce que c'est des recueils de nouvelles. Ça fait que ça varie de 15 à 75 pages. Ça, c'est jamais vraiment très long. Mais le problème de lire du Lovecraft, c'est que tout est dans le non-dit. Puis, tu sais, ça va souvent parler du fait que la lumière est altérée, que les dimensions et les perspectives sont pas bonnes, ou que tout est très kaléidoscopique. Et là, qu'il y a quelque chose qui apparaît, c'est l'indicible et l'innommable, et tu vires fou systématiquement. Tu sais, il n'y a jamais rien décrit, c'est toujours indicible, innommable, puis folie directe. Tandis qu'avec Gutanabe, ce qui est le fun, c'est que l'innommable est bien destiné. Il est en splash page, il est gros, il y a du détail, puis tu le vois. Puis moi, mon Lovecraft, c'est comme ça que je l'aime, parce que moi, je suis pas un grand fan de son style d'écriture, mais je suis un grand fan du jeu d'aventure, tu sais, le jeu de rôle sur table, parce que c'est détaillé, je suis capable d'avoir les monstres, je suis capable d'avoir leurs stats, je suis capable de savoir où ce qu'ils vont, puis d'où ce qu'ils viennent, tandis que quand tu lis du Lovecraft, c'est tellement non dit que c'est vraiment pour les initiés qui aiment ce type-là. Puis moi, vu que je suis quelqu'un qui tripe sur le détail, ça m'écoeure, puis je pourrais de lire ça parce que j'ai pas les réponses à mes questions. OK. Parce que moi, j'ai juste jamais osé me jeter dedans. Tout comme il y a eu un moment donné où, tu sais, on connaît tous Sherlock Holmes, puis à un moment donné, il m'a pogné le trip de tomber dedans. Là, je les ai lus, puis c'est correct, je suis tombé là-dedans. Mais tu sais, avant de me convaincre, on dirait de me dire, tu sais, je sais pas si ça vous fait ça des fois, là. Tu sais, tu le sais que tu vas aimer ça, mais on dirait qu'il y a beaucoup de stock de sortie, tu sais pas par où commencer, ça te tente. On dirait que la motivation était pas là. Des fois, j'ai besoin d'un coup de pied dans le derrière. Jean-Nic, t'es lu, toi, Lovecraft, ou... Ben, j'en ai lu une partie. Moi, je suis comme à mi-chemin entre vous deux parce que je rejoins beaucoup Alan. J'ai essayé de lire plusieurs fois. Puis, j'en ai lu quand même plusieurs des nouvelles. Puis, c'est pas un auteur que j'aime particulièrement. J'aime son univers, mais j'aime pas son style d'écriture. Effectivement, là, il est beaucoup dans le non-dit. C'est pas quelque chose qui m'arrête habituellement, mais c'est très descriptif, c'est très lent, c'est très atmosphérique. À toutes les fois, j'ai l'impression que j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus stimulant. Mais je reconnaissais le fait qu'il est capable de créer des ambiances vraiment incroyables. Mais on dirait que j'aime tout le temps plus les interprétations de l'œuvre de Lovecraft que ce que lui-même en faisait. Puis c'est drôle qu'on dise ça parce que tantôt, je regardais dans un des mangas, puis Gutanabe, pour décrire ce qu'il fait, il dit Lovecraft, c'est comme si c'était un prêtre genre de ce qu'il nous raconte. On a l'impression que l'auteur, il est un peu comme le Saint-Esprit, là, genre, il est possédé par tout ce qui se passe, puis il nous le raconte avec des tiers personnages, puis il dit, moi, je veux être un apôtre de ce gars-là. Fait qu'il dit, je vais vous donner une version différente en m'abreuvant de ce que... c'est comme si on était dans un troisième niveau. Là. Comme si l'œuvre de Lovecraft existait par elle-même, Lovecraft nous la racontait, puis Gutanabe, il dit, moi, j'ai bu Lovecraft, puis là, je vais vous raconter comment moi je le vois. En tout cas, je veux partager la bonne nouvelle. Je tombe dedans aujourd'hui, l'appel de Cthulhu, et m'a dire une affaire, j'ai pogné de quoi, là. J'ai véritablement pogné de quoi, là. C'est écœurant. C'est vraiment bon. Tu sais, je reconnais tous les petits clins d'œil qui ont été faits à travers toutes sortes d'autres choses que j'ai lues ou vues, mais tu sais, puis là, ça m'impressionne tout le temps parce que je me dis, ça, j'ai déjà vu ça, mais c'est lui qui, tu sais, ça vient de là et non le contraire, tu sais. Toujours intéressant quand tu découvres ce genre de truc-là. Honnêtement, l'art est juste incroyable. L'histoire, c'est l'histoire, là, tu sais, il peut pas l'avoir changé, là. Puis c'est pour ça que je te demandais si c'était très fidèle à ce que Lovecraft avait écrit, Alan, ou si c'était vraiment plus romancé, où on avait changé des choses. Ben, tu sais, ça ressemble beaucoup, mais comme vu que dans Lovecraft, c'est souvent du non-dit, mettons que tu vas prendre l'expédition en bateau que tu vas voir comme au dernier rack de ce. C'est quelque chose qui va peut-être être sur 2 pages parce que le monde va voir que tout là arriver puis ils vont virer fou. Là, puis après, tout ce que tu vas savoir, c'est que 2 semaines après, ils ont retrouvé le reste du bateau. C'est pour ça que c'est ça qui est le fun avec Gutanabe, c'est que la séquence où ce que Cthulhu court après le monde sur Riley, t'as beau grand complet, et de la façon qu'il dessine le monstre.
Sérieusement, Cthulhu, il est tellement beau dans ce manga-là. Il est tellement beau. Puis encore une fois, moi, ce qui me surprend toujours avec ce gars-là, c'est ce que j'aime, c'est qu'il décide les visages de ses personnages, puis c'est les expressions qu'ils ont, puis leurs yeux. Tu sais, t'es regardes, puis tu vois que ça va plus bien dans leur tête. Ils vivent un moment d'angoisse qui n'est pas super bon, puis que possiblement qu'ils n'auront pas de belle fin de vie, là, parce que la peur puis l'angoisse se transmettent dans chacun des traits de ces personnages. Ah, c'est incroyable. Puis l'infiniment grand et l'infiniment petit aussi. Tu sais, à un moment donné, quand il nous met les planètes puis l'espace, où on ne sait pas trop l'autre dimension, whatever, appelez ça comme vous voulez. Et c'est là, je pense, le sens de l'œuvre, tu te sens tellement rien. Là, puis là, tu fais comme, OK, il y a comme tout un pan que je ne connais pas, puis que quand je le connais, je suis dans marde. Là, mais je veux le savoir, puis là, ça me pousse à savoir. Puis plus je sais, plus je vais mourir. Plus je vais perdre la raison, mais je suis pas capable de m'arrêter. C'est ça l'histoire des personnages qui sont là-dedans. Effectivement, puis plus tu vis fou, plus tu en connais, plus ta conscience est ouverte aux petits détails. Tu sais, à la fin, le gars qui regarde le ciel, il voit plus le ciel, lui, il voit le portail sur Riley, puis sur les monstres, les grands anciens qui est ouvert en permanence, puis qui s'en viennent. Lui, c'est tout ce qu'il voit. Puis même au niveau de l'art de Gutanabe, je me demandais quand il allait s'en sortir avec Riley, quand ils font les descriptifs, justement, où que la lumière, elle passe pas de la même façon, puis que tu as toujours l'impression que les formes sont altérées, puis que... pour faire en gros, là, je me rappelle plus c'est quoi ça s'appelle les œuvres du gars qui faisait ça, puis le type de dessin, parce qu'on voit des escaliers qui ne fitent pas là, des angles, des perspectives. Dépendamment de ta perspective, comme elle change de bord. Tu peux dessiner ça, les escaliers qui ne s'emboîtent pas de façon correctement, parce que tu peux le faire en dessin, mais réellement, ça n'existe pas. Puis Lovecraft, c'est ça. Dans le fond, c'est toutes les perspectives qui n'existent pas. Là, tu fais comme, ouais, ils parlent de ça, mais quand ils vont faire pour le transmettre dans le dessin? Là, plus tu tournes les plages, plus tu regardes de façon que Gutanabe fait comme, mais tu fais comme les perspectives sont pas bonnes dans son dessin. Puis à un moment donné, il parle du fait qu'il y a une grande porte, puis ils sont pas capables de dire c'est couché debout sur le côté. Là, tu fais comme, ouais, c'est bien beau le dire, mais il est obligé de le décider. Tu pognes le splash page, tu regardes la porte avec les colonnes sur le côté. De la façon qu'il a mis les colonnes, la porte, puis d'autres détails, tu fais comme, OK, là, je suis rendu avec 3-4 perspectives différentes. C'est que je suis pas capable de dire dans quel ordre, puis de quelle façon est placé chacun des objets dans le dessin. Non, honnêtement, c'est vraiment bien rendu. Là. C'est superbe. Quelque chose de fascinant qu'on trouve beaucoup dans l'œuvre de Lovecraft, Freud avait développé un concept qui s'appelle l'inquiétante étrangeté. Mm-hmm. Dans le fond, l'horreur vient beaucoup du fait qu'on prend quelque chose qui est familier, qu'on connaît, puis rien qu'à changer un petit quelque chose qui fait qu'on est inconfortable, mais on n'est pas capable de mettre le doigt. Le plus bel exemple, c'est raser les sourcils d'un personnage pour qu'il ait l'air méchant. C'est pas pourquoi. Oui. C'est un détail mineur que tu ne le remarques pas tout de suite. Tu l'as pas remarqué, mais tu es inconfortable à la présence ou à la vue du personnage. Puis tu comprends pas pourquoi. Puis Lovecraft utilise ça, mais tu sais, souvent, ces personnages sont des personnages qui sont fiables. Genre, souvent, c'est des scientifiques ou du monde qui cherchent la vérité, qui ont beaucoup lu. Il nous met souvent en présence de personnages. Ils sont pas... Souvent, le problème dans l'horreur, c'est que tu as des narrateurs ou tu as des personnages qui sont psychologiquement ou émotionnellement, genre... ils sont shakés. Là, tu as des anthropologues, des archéologues, des docteurs. Exact. Puis ils sont confrontés à, ben là, what the fuck, là, on ouvre une grotte, puis tu sais, ils te le mettent en face. Là. Il y a genre un fossile de quelque chose qui est clairement pas quelque chose qui a été sur la planète Terre. Puis là, tu as des scientifiques qui sont comme, ben là, t'as peu. Si ça existe, là, ça remet en question, tu sais, le concept de l'humanité, du temps, c'est-tu des extraterrestres? Mais en même temps, ça y va petit peu par petit peu, puis ils veulent tout le temps chercher la vérité là-dedans. Et c'est fascinant, l'horreur vient de là. Les personnages ils veulent connaître la vérité, puis toi, tu vas la connaître avec eux autres. En fait, ils se saoulent de leur folie. Tu sais, je veux dire, un personnage épais dans Lovecraft ne se rendra pas à la deuxième étape, là. Tu sais, l'horreur vient à force de fouiller. Là. Ils cherchent l'horreur. Ils la veulent. Ils finissent par s'en saouler. Là. À la fin du livre, moi, le feeling que j'avais, c'est comme... Si vous auriez arrêté tout ça, là, ça serait pas arrivé. C'est à force de trop vouloir, de trop chercher, de trop vouloir comprendre, vous êtes vous-même pitché dans la folie. T'sais. Non, c'est vraiment, vraiment très bien. Puis je me promets d'acheter les autres volumes là, avec une vitesse grand V. Honnêtement, les deux volumes des montagnes hallucinées, le début, c'est vraiment, ça ressemble vraiment de The Thing, où des explorateurs qui crèvent de façon random, mais quand ils tombent dans les cités perdues, puis que tu tombes avec les Migos et compagnie,
ça devient tellement explosé. Puis ce qui est le fun avec les montagnes hallucinées, c'est que à un moment donné, il explique la genèse de toute cette trace-là, puis c'est mis en dessin avec des images, et ça, c'est tellement le fun. C'est pour les gens, justement, comme je disais, qui sont comme moi, qui trouvent plate que Lovecraft, tout est dans le non-dit, puis que c'est pas clair, c'est que lui, il prend le temps de tout expliquer et de te le montrer avec des graphiques qui sont hallucinants. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est important qui se passe, c'est de voir dans ces dessins qu'on va mettre de détails. C'est comme quand Riley sort de l'océan puis que le bateau voit ça dans la tempête. Quand tu vois la tempête avec les vagues, la pluie qui tombe à travers, la façon que c'est dessiné, sérieusement, il y a combien de traits de crayon, il y a combien de détails dans cette page-là? Ça a pris combien de temps de passer au travers de ça? Ça n'a aucun sens. Puis un qui est plus simple aussi, mais qui est vraiment super, les couleurs tombées du ciel, là, c'est au niveau de l'angoisse, ça, c'est le top de ces adaptations, là, comme j'en avais déjà parlé. C'est de voir qu'avec juste des plantes qui grossissent puis des petits insectes qui deviennent fuckés, toute l'angoisse peut venir avec ça. Non, pour les gens qui veulent découvrir Lovecraft, je pense que c'est la porte d'entrée qui est la plus incroyable. Puis même si c'est un manga, c'est en français. Martin, t'en lis pas souvent, lire de gauche à droite, de droite à gauche, pas si pire que ça? C'était mon prochain, mon prochain point. Là. Je vais avertir le monde parce que quand vous n'êtes pas habitué, moi j'en lis peu ou pas. T'sais, le seul manga que j'ai lu dans ma vie, c'est Dragon Ball. Là. Fait que, puis il était pas... Dragon Ball a été viré de bord. Ouais, puis Dragon Ball... C'est le seul manga qui est plus dans sa disposition originale. Et ça m'a pris, là... D'abord, je savais qu'il fallait commencer par le contraire des pages, mais c'est dans l'ordre des cases que je me suis mêlé au début, là. Là, je commence en bas, ou je commence en haut, puis de droite à gauche ou de gauche à... Là, ça m'a pris là 4-5 pages de dialogue qui menaient nulle part pour me dire « OK, ça marche pas. » Puis là, de les relire pour les remettre à l'endouette, puis faire comme « OK, là, il répond à ça. » Parce qu'il y a des fois, le problème, c'est que des fois, puis la BD, c'est souvent ça, des fois, ça fait du sens même à l'envers. Tu sais, ça prend un moment particulier pour te rendre compte que ça marche pas, quand deux personnages se parlent. Mais il y a des fois, surtout quand c'est des thoughts, des pensées, là, des fois, ça marche. Quand tu lis du Grant Morrison, souvent. Ça marche tout le temps, Grant Morrison. Peu importe, là, tu peux commencer là, dans le milieu de la BD. Tu fais comme, shit, je l'ai pas lu dans ce botton. Je te dirais que c'est en site, Scott Snyder, tu pourrais aller lire du milieu vers la fin, de la fin vers le début, puis tu n'es pas sûr que tu perdrais grand-chose. Là. Scott Snyder, moi, c'est rendu que je regarde les images. Scott Snyder, c'est un bon cas de je regarde Greg Capullo dessiner. Là. Je pense qu'on est rendu là dans son cas. Là. Puis je suis pas sûr même de comprendre les dessins. Mais non, je te dirais qu'après 4-5 pages, là, surtout quand j'ai pogné ma première véritable conversation où là, j'ai été capable de me dire « Ah, OK, là, c'est dans ce sens-là. » Puis après ça, tu sais, ça devient comme faire du vélo, là. Tu sais, je veux dire, ton cerveau switch quand même assez rapidement, là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Puis là, je lis ça dans le... Tu sais, mettons, je la... Puis ça, c'est drôle que tu disais ça, Alan, parce que c'est le problème, je pense, de la bande dessinée, selon moi, c'est que combien de temps ils mettent dans chacune de ces pages-là, mais quand t'es trop accroché puis que c'est trop bon, des fois... Tu sais, Jake nous disait que c'est nous autres qui imposent notre propre rythme. Un des défauts que j'ai, c'est que des fois, mon rythme est trop rapide. Là. Parce que là, je le dévorais, tu comprends? Là? L'histoire, là, je voulais le finir, tu sais. Je sais, je l'ai lu en 1h20 après-midi, là, puis je m'en veux parce que c'est pas loin de 300 pages que j'ai clenché beaucoup trop vite. Là. Ça m'a pris le même temps que toi, puis honnêtement, j'ai été déçu à la fin d'une chose, c'est de me dire, tu sais, tout le temps que ce gars-là a mis là-dedans, puis je l'ai pas négligé, mais tu sais, le texte est aussi fort que le dessin, fait que je voulais... Peut-être que si j'avais déjà lu L'Appel de Cthulhu, puis que j'étais déjà familier avec l'œuvre de Lovecraft, peut-être que là, je m'y serais mis à... Mais je me promets de le relire justement parce que je veux respecter le fait que le gars, il a mis du temps là-dedans. Là, mais vraiment du temps. Même sans le relire, juste tourner les pages. Oui, parce que tu sais, Jake, Alice, exemple, là, je l'avais déjà lu, Alice. Là. Fait que j'ai vraiment pris le temps de regarder les dessins à Jake. Là. J'étais beaucoup plus dans... regarder le dessin, puis aussi on le connaissait, puis on allait lui parler. Fait que, je voulais être sûr d'avoir vu tous les petits détails, les affaires. J'ai pris mon temps, puis j'ai eu du fun. Mais Lovecraft, je l'avais jamais lu, puis le texte m'a complètement emporté. Là. Écoute, je tournais les pages, là, j'étais comme, OK, je veux savoir, je veux voir. Lovecraft, ce qui est le fun, c'est de l'enquête. C'est toujours des enquêteurs, puis c'est toujours des érudits d'université. Ça fait qu'il y a le côté enquête avec une histoire qui est évolutive. C'est que oui, c'est le fun pour ça, parce que t'évolues dans l'histoire en lisant le monde faire les enquêtes. Il y a ce côté qui est addictif là pour ça. Tu sais, exemple, là, si on faisait le même travail, si Gutanabe, ça lui tentait de faire Arthur Conan Doyle, ben peut-être qu'en lisant quelques classiques de Sherlock Holmes, ben je prendrais plus mon temps parce que je les connais, tu sais. Fait que je prendrais plus le temps de regarder ce qui est dessiné. Ce qui n'était pas le cas. Puis
même à ça, ils pourraient pas faire le même travail parce que, écoute, la façon dont ils dessinent le monstre, c'est fabuleux, là. Ça prend le temps. Je Ouais, vous ai c'est- envoyé 2 photos à m'amener, là, puis que j'avais la gueule à terre. J'étais comme, wow, je veux ça en poster dans ma chambre, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est une qualité puis c'est un défaut du manga. Là. Fuck, il dessine bien. Puis même la version française, c'est magnifique, mais c'est trop petit. Là. Moi, je prendrais ces bouquins-là là, dans des gros fucking omnibus. Là. Et t'as C'est un bon tellement point. beau, c'est bon. Je l'ai oublié, mais je me suis donné la même réflexion. J'aime tellement pas le format, là. Ça aurait mérité probablement plus Ben, gros un peu, là. la question que je me suis posée tantôt, justement, en checkant une certaine plage, une planche, chose qui avait une tempête, puis tu avais l'océan comme ça, je faisais comme, je serais curieux de voir ce casse-là sur quel type de page qu'il travaille pour le dessiner à la base. Tu sais, c'est sûr qu'il doit travailler sur du 11-17 ou quelque chose genre comme bien des artistes font. Là. Les pages doivent être énormes, puis ça doit être assez incroyable de voir les planches d'origine. Mais c'est quand même choquant de savoir qu'ils se sont limités à ça, tu sais. Ouais. Mais je ne sais pas parce que, tu sais, habituellement, le format comme dans lequel il est publié, c'est un format, mettons, manga traditionnel. Mais au Japon, puis on l'a un peu moins ici, là, ils ont l'équivalent qui s'appelle, c'est du bunko, si je ne m'abuse. Ouais, des C'est comme magazines du mensuels. Non, c'est comme c'est des TP de leur manga, mais c'est en format de poche et c'est beaucoup plus petit. Puis j'en ai des collections là, de ça. Puis c'est comme ce qu'on est en train de lire, c'est l'équivalent genre d'un hardcover de luxe. Puis normalement, l'ETP là-bas, c'est encore plus petit. Oh, oui, ben oui, ça peut être plus petit Il que faut ça des encore, bunkos, je vous en montrais, là, c'est vraiment, tu sais, c'est presque le 3/4 plus petit. Puis, je sais pas, ça c'est vient... peut-être culturel, là, je ne sais pas. Ça moi, vient de moi, leur je prendrais culture. ça C'est assurément de leur culture. Puis là, on n'est peut-être pas les experts là-dedans. On parle peut-être à travers notre chapeau. Mais tu sais, c'est sûr que je serais tenté de te dire qu'il y a une culture de lire un peu plus puis de transporter sa lecture un peu partout au Japon qu'ici, en Amérique du Nord, on a un peu moins. Tu sais. Je pense que c'est notre culture francophone, nous autres, qui nous casse, parce que quand on est jeune, on lit pas de l'anglais, puis on lit pas grand, on est très chez Darko et compagnie, c'est que la BD européenne est sur le grand format hardcover. Mm. Tu sais, que tu Effectivement. lises ton Bully Bill, que tu lises ton Tintin, que tu lis n'importe quoi, si tu vas être en grand format hardcover. Tu sais, nous autres, la bande dessinée, c'est comme ça. Ben, tu te rappelleras même la première fois que tu as pris une BD américaine dans tes mains, tu as fait fuck, c'est bien petit. Oui, c'est vrai que c'est un drôle de format la première fois que tu es en contact avec. Mais elle a un format qui se rapproche de nos magazines. Tu sais, elle a un format magazine, elle a un format. On dirait que, je sais pas, C'est plus petit que les Safaris puis les Oui. autres qu'on avait dans le temps quand même. C'est que oui, c'est culturel. Moi, je suis convaincu que c'est notre côté francophone qui fait qu'on trouve ça petit. Parce que dans une bibliothèque, là, ça me fait chier. Là. Tu sais, elle est belle, là, mais calisse qu'elle fait mal dans une bibliothèque. Tu sais, quand j'ai toutes mes Ouais. autres TP américains, là, tu fais comme Je suis même, calisse. je suis même convaincu qu'au niveau des États-Unis, même les BD américaines, là, quand ils sortent les gros formats, pas les Ultimates. Omnibus? Pas les omnibus, les autres. Absolute. Les absolutes. C'est plus pour se rapprocher du style européen aussi, parce que même Shane Murphy en a parlé souvent, là, quand ils sortent ses White Knight, ses Batman, ils trippent sur les versions européennes parce qu'ils font des grands formats dans leur style de BD. Donc, lui, ses BD sont encore plus grosses quand ils sortent en Europe, puis ils trippent sur ça parce que c'est un format qui est le fun, puis qu'on a plus de difficultés à trouver en anglais ou autre. Je te dirais que le format que DC avait pris pour Black Label était très intéressant aussi. Là. Oui. J'avais trouvé ça magnifique, ça donnait quelque chose. Les hardcovers sont incroyables. Oui, effectivement. Hey, peut-être juste en se terminant. Oui, Jean-Nic? Ben, ouais, une dernière chose, parce qu'en closant là-dessus, je vais faire le rôle que je fais tout le temps. Vous l'avez lu tous les deux dans la version française avec genre la petite pochette en cuir qui est fucking magnifique. Là. Moi, je suis le cheap de la gang qui les achète en anglais chez Dark Horse. Le seul avantage, là, le fait qu'il soit la moitié moins cher, c'est que les pages sur lesquelles sont imprimées sont assez épaisses. Et ça, il y a ça aussi dans la version française parce que c'est du manga. Tu sais, du manga, c'est tout le temps du noir et blanc. Puis les pages sont épaisses parce qu'il y a un gros travail sur le noir. Il n'y a pas beaucoup d'ombrage. Là. On dirait de l'encre qui a coulé littéralement sur la page. Et ça prend ça. Fait que les versions anglaises sont beaucoup moins belles que les versions françaises, mais au moins la qualité du papier, c'est un papier qui est beaucoup plus épais. On ne voit pas à travers les pages. Et on a besoin de ça pour voir le dessin. Ah, moi, tu es en train de me dire que Dark Horse les a, ça, ces mangas-là? Oui. Malheureusement, c'est encore un cas classique de... Le manga est beaucoup moins populaire aux États-Unis qu'en France. En France, les traductions de Gutanabe, là, je pense qu'ils sont rendus, il y en a 7 ou 8 qui sont sortis de ces trucs. En anglais, il y en a 2.
Il y a Les Montagnes hallucinées, Ad Mountain of Madness, en 2 volumes. Puis il y a The Hound, qui est un recueil de nouvelles, mais le reste n'est pas encore adapté. OK. Et honnêtement, là, pour une différence, c'est parce que, regarde, en anglais, tu vas y payer à peu près 15$. Le format, en plus, la version française est un peu plus grosse que la version de Dark Horse parce que c'est plus gros que manga normalement. Tu as la couverture en cuir, le papier est plus épais que ce que donne Dark Horse sur la version française. Et honnêtement, pour tout ça, tu payes 30$ pour 300 pages de manga. Oh non, je pense que le prix est bon. Le Ouais, prix est très rapport bon. qualité-prix, c'est une des rares fois où je vais dire l'édition française dépasse à tous les niveaux l'édition. C'est Hey, vrai que pour oui. sauver même pas 15$, je pense que ça vaut même pas la peine s'en priver. Hey, peut-être que les bibliothèques de nos écoles pourraient les avoir. Il me semble que si j'étais adolescent, si j'étais tombé là-dessus, j'aurais vraiment apprécié ma bibliothèque. Sur le champignon, c'est sûr que ça doit être super bon. Non, mais Ouais, mais honnêtement- Lovecraft, il est comme un peu contre-culturel. Il est tout le temps dans la pop culture, mais un peu à côté. Il n'est pas encore assez connu. Si on le met dans les écoles, j'ai l'impression qu'ils vont réveiller les anciens dieux pour vrai. Non, Je suis ils pas vont sûr pas qu'on réveiller. fera ça. Ils vont pas réveiller les anciens dieux, mais il y a un professeur qui va parler de la vie privée de Lovecraft, puis il va se faire sortir assez rapidement parce que il n'y avait pas des bonnes valeurs, là, monsieur. Non, ça a l'air que c'était pas... non. Ça a l'air que c'était pas Non, un grand... ouais, c'est ça. Il flectait en tout cas, beaucoup de choses qui lui ressemblaient à lui, puis pas d'autres choses. C'est Ouais, c'est un effectivement ça. racisme misogyne. mais bon. Et voilà. Bon, hey, avant de se laisser, juste peut-être rapidement, on a tous essayé de lire Ready Player 2, la suite de Ready Player 1, qui est, selon moi, un des très, très bons livres que j'avais lus. Puis, écoute, le film était quand même très bien rendu, même si c'est du classique Spielberg, là, c'est-à-dire qu'il charcute le film pour pouvoir répondre à sa narrative à lui, là, c'est-à-dire se le coller à lui puis donner quelque chose qui est regardable, parce que c'est aussi ça le talent de Spielberg, c'est-à-dire prendre une bonne idée, réaliser qu'en livre, c'est bon, mais qu'en film, ça ne marchera pas, puis la retravailler pour que ça fonctionne. Donc, moi, je suis un peu un fan des deux, et du livre et du film qui a été fait. J'étais bien curieux de savoir qu'il allait avoir une suite, de me dire où est-ce que ça s'en va. C'est sorti. J'ai 200 pages de lui, à peu près, 100, 150, 200. Pas capable de le finir. Je l'ai fini. Comment t'as fait? Ma pile de lecture continue à monter parce que ça m'a pris quand même 1 mois et demi passé au travers, ce qui fait que j'ai beaucoup de retard. Puis c'est ça. Puis c'est parce que moi, j'ai une maladie que je commence à lire quelque chose, il faut que je le finisse. Donc oui, j'ai mis beaucoup de temps dedans. Et le problème avec cet auteur-là, Ernest Cline, c'est que j'avais eu beaucoup de hype qu'il avait sorti son 2e volume qui s'appelle Armada. Je sais qu'il s'appelle Armada. Je sais que je l'ai dans ma bibliothèque. Si tu me demandes de quoi ça parle, je vais te répondre. J'en ai aucune idée. Parce que c'était tellement plate que j'ai totalement oublié. C'est un flow qui tripe ces jeux vidéo pour chauffer des vaisseaux. Ça ressemble à... Chris, ils ont fait une série de films avec ça. Là, Ender Games, là. Ender's Game, exactement. Ça ressemble. C'est comme un émule de Ender's Game. Moi, genre, quelqu'un qui joue à des jeux vidéo qui est bon pilote là-dedans, puis il se fait recruter par des vrais pilotes pour chauffer un vrai vaisseau. À chaque fois que je pense au roman Armada, puis je me ferme les yeux, tout ce que je vois, moi, là, c'est un gars qui, dans son tank, qui roule la tête, puis il fait comme vous l'avez pas, il faut que tu tires un petit peu avant qu'il bouge. Est-ce que tu es en train de me dire que ce gars-là... Ça me fait penser à Paturama, oui. Que ce gars-là est un one-hit wonder? Il serait pas le seul de sa gang. Quand il a écrit son premier Ready Player One, j'ai l'impression qu'il a réussi à jouer sur la nostalgie du jeu vidéo, puis sur certaines nostalgies, puis qu'il avait réussi à fesser sur les bons points. Puis aussi, il avait réussi à travailler des personnages qui étaient intéressants. Quand il est arrivé dans le 2e, pour vous rendre les 100 premières pages, il explique c'est quoi la nouvelle Oasis avec les mises à jour qu'ils ont eues, puis depuis que Wade et sa gang sont rendus directeurs là-dedans. Et là, tu te rends compte que Wade, malheureusement, avec la fin du premier film, ou même du premier roman, où ce qu'il disait que c'était important de passer 18 heures dans la vraie vie, ben, depuis 5 ans, il passe 90% de ses journées dans l'Oasis. Il a cassé avec sa blonde parce qu'il passait trop de temps là-dessus, puis c'était un trou de cul. Il parle pas à ses amis. Sur Internet, que quelqu'un dit que c'est un cave, ben, il prend son personnage hyper boosté puis il va être tué. Puis, dans le fond, c'est 100 pages qui expliquent que le gars est devenu un asocial parfait. Le gars est probablement le personnage le plus détestable de l'histoire de la pop culture. Honnêtement, ils ont pris un personnage qui avait fait évoluer, qui était détestable au début du premier roman parce que c'était un gars qui avait pas de vie.
ils ont donné une vie, ils ont donné une morale, ils lui ont dit maintenant tu as appris, et un peu comme le témoignage de quelqu'un qui sort d'une maison de réhabilitation, là, tu sais, que maintenant il a vu le Seigneur puis tout va bien. Là, tu le laisses pendant 5 ans, puis là, quand tu vas le revoir, il est encore dans la rue. Et j'ai eu ce feeling-là, et j'ai tellement été déçu du personnage que je me suis dit, quel est ce trou de cul, j'ai pas le goût de savoir ce que tu fais dans la vie, man. Tu me répugnes. Les scènes où il décrit ce qu'il fait au monde qui parle contre lui, là, c'est répugnant. Tu lis ça, là, puis t'as juste le goût de le slugger. Puis ça fait en sorte que t'as juste pas le goût t'es pas intéressé à lui. Va chier, j'ai pas le goût de finir ton livre. Quand l'intention se sent, l'effet se perd. Moi, là, ces bouts-là, c'est Ernest Cline qui se venge des gens qui ont parlé contre lui dans son roman, qui était vraiment génial. Là. Ready Player One, là, moi, j'ai que des fleurs à lancer là-dessus. Là. C'était le bon roman au bon moment, à la bonne place, culturellement parlant, c'était génial. C'était simple, la manière qu'il avait de raconter ça. Tous les éléments de pop culture qu'il a mis là-dedans fonctionnaient. C'était rien que du gros fun. Le 2, c'est un pastiche de ça. Le cœur n'est pas là. Ah, non seulement le cœur n'est pas là, mais l'histoire, tu sais, dès là qu'il te présente la nouvelle façon de jouer à l'Oasis, tu sais déjà où est-ce que ça s'en va. Puis après ça, tu te dis, mais déjà, c'était difficile dans le premier de réaliser que les gens avaient une vie en dehors de l'Oasis. Là, sachant que tu peux vivre et filer les vies des autres, ouais. Man, oublie ça. Il n'y a plus de raison d'être à l'extérieur. Oublie ça, là. Il n'y a pas de vie en dehors de ça, là. C'est ça qui est con, parce qu'après les 100 premières pages, il explique ça va être quoi le point pivotal de l'histoire. Dans le fond, il y a une technologie de Holiday qui découvre qui s'appelle le ONI. Dans le fond, c'est un casque que tu mets sur ton cerveau avec des petits sensors, puis ça se connecte directement sur ton cerveau. Donc, quand tu le branches en réalité virtuelle, c'est comme si toi, tu vivais dans ce monde-là pour de vrai, parce que ça branche les synapses de ton cerveau. Ah, tu feels, tu goûtes, tu sens, tu fais tout. Tu goûtes tout. Puis tu peux enregistrer une partie de ta journée, puis le monde peut écouter ta journée, puis la vivre à leur place. Ça fait que faites juste penser que si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait avoir un cheval sur vous autres sans avoir les déchirures, vous allez pouvoir le faire. En fait, j'ai 2 mots pour toi. Pornhub. Exactement, tu le branches là-dessus, puis tu vis ça. Puis même dans le roman, il s'en cache même pas de parler que ces personnages ont fait ça pendant très, très, très longtemps. Parce qu'à un moment donné, il fait comme j'ai essayé toutes les tripes sexuelles possibles parce que je pouvais le faire. Là, tu fais comme pourquoi? Puis de un, dès que cette technologie sort, tu te fais la première chose que tu dis, quelle idée de cave de brancher son cerveau à un ordinateur. Il n'y a personne humainement parlant qui serait d'accord pour faire ça parce que c'est tellement branché qu'il faut que tu mettes ton corps dans un coffre-fort avec des tourelles qui tournent partout pour tuer les gars qui voudraient venir voler ta maison ou te tuer pendant que tu es branché là-dessus. Une idée de génie, là. C'est vraiment brillant. Ouais, là. Le gars, il est dans un exosquelette là, pendant qu'il est dans l'Oasis, man. C'est terrible. Ben, en fait, tu sais, je vais répondre à ça, c'est facile. C'est la même affaire que la matrice nous posait comme question. Ouais. Ben, c'est la matrice. On va vivre ça. Sauf que, tu sais, la matrice apportait ça, même si ça a été, tu sais, c'est fait de manière... C'est toutes les questions que la matrice apportait de manière maladroite, mais là, c'est fait sans le payoff, c'est sans consciemment. la réflexion derrière. Mais c'est parce que c'est conscient. La matrice, au moins, il disait... Ça a été forcé par les machines, puis c'est parce que vous êtes allé trop loin, puis les machines, tu sais, il y a comme un contexte. Mais dans Ready Player 2, c'est « on a sorti cette patente-là, puis vous pouvez l'essayer. » Il y a un petit contexte. Il dit, à un moment donné, qu'il y a trop de population sur la planète Terre, que ça commence à manquer de ressources, puis la pauvreté commence à monter en flèche. Donc, elles autres, tu as une partie du I-5 qui ont décidé de se bâtir un vaisseau spatial qu'ils veulent envoyer avec 1 million d'humains voler dans l'espace, on ne sait pas trop quoi faire, pour essayer de sauver les problèmes de l'humanité. Puis tu as l'autre côté, la moitié du groupe qui fait comme on pourrait juste se brancher sur l'Oasis puis vivre nos rêves les plus fous dans la réalité virtuelle. C'est qu'il essaye d'expliquer un problème social, mais qui oublie tout de suite. Puis je vous parlerai pas de la fin, qu'est-ce qu'il fait avec le vaisseau spatial, mais honnêtement, la finale du livre se clenche, puis la réponse des autres des 30 dernières pages, et c'est tellement n'importe quoi. Il y a juste Wade qui est important dans l'histoire. Toutes ces chums, t'es voué presque pas. Son ex-blonde qui redevient sa blonde, sur 300 pages, elle doit avoir 22 pages de texte. Les 3 autres personnages qui étaient principaux aussi dans la première histoire, t'es voué au total, les 300, moins de 30 pages. Il présente un nouveau personnage qui s'appelle Lonengrid, à un moment donné. Il prend le temps de la présenter pendant un chapitre au grand complet. La perte de vue, à la fin du livre, elle fait une quête hyper importante entre 2 pages que t'as pas. Puis elle a vécu la plus grande aventure
historique pour ramasser un artefact incroyable que tu n'as jamais lu, peut-être, ça va être un pamphlet qu'on va pouvoir racheter à part. Mais tout est axé sur Wade. Il sait tellement pas quoi faire avec son histoire. Il ramène le méchant du premier livre. On ne sait même pas pourquoi. Il sert à rien. Il prend un zombie puis il met un gun sur sa tête pendant qu'il dort pendant 250 pages. Il ne fait rien, mais rien. Il ne dit que 2 phrases sur 300 pages. Tu ne sais même pas pourquoi il l'a ramené. C'est d'un ridicule du début jusqu'à la fin. Et le payoff et l'explication de où est-ce que ça s'en va, c'est un gros fuck-off à l'humanité. C'est un fuck-off à tous. Ça enlève tout le côté humain, puis ça nous robotise. Dans le fond, on vous a parlé des synapses qui étaient branchées. Tu finis le roman en te disant ça ne peut à rien de vivre. Si tu télécharges ta conscience d'un ordinateur, tu peux être immortel, puis ton corps ne sert à rien. Et c'est ça la morale de l'histoire. Ton corps ne sert à rien si tu peux te brancher dans un ordinateur. Et même le dernier paragraphe du livre, c'est dit branche-toi sur ton ordinateur, joue à des jeux avec du monde, puis monte-toi une communauté, puis vis ta vie sur l'informatique. C'est le dernier paragraphe. C'est l'inverse de son premier livre. J'ai pas compris ce qu'il voulait s'en aller avec ça, mais c'est un roman qui est plate, qui a plein de mauvaises valeurs et qui rend tous les personnages sont désagréables dedans. Ah, mais moi, écoute, j'en ai lu 150 pages. Je peux pas faire la critique comme tu viens de le faire, là. Mais tout ce que tu me dis se reflète dans les 150 premières pages. Fait que ce que tu me dis, c'est même pas genre, hey, Martin, continue parce que ça va payer, tu sais, continue parce que ce bout-là est un mauvais bout du livre. Non, tu es en train de me dire que non seulement c'est ça tout le long, là, mais oublie ça, là. Moi, ce personnage-là, j'ai rarement été obligé de lire un narrateur aussi désagréable et avoir aussi envie de le battre, là. Ce roman-là serait peut-être une des seules raisons pour que j'écouterais un jour Wonder Woman 2. T'es pas correct. C'est bon, Wonder Woman 2. On te l'a dit tantôt. Ouais. Essaye-le. Au moins une jamais. fois. Ah, pourquoi? T'avais bien écouté le premier? Ben, le premier, c'était à l'époque où il y avait encore une curiosité pour DC. Puis, comme vous l'avez si bien dit, c'est pas un film qui était mauvais, sauf que le troisième acte, moi, arrête, j'ai pas eu trop de problème avec. C'est la finalité que les Allemands ont frenché les Anglais. Ça, j'ai eu beaucoup de misère avec Mais là, ça. t'es en train de me dire que t'écouteras plus aucun DC, là? Même le prochain Suicide Squad, le prochain... Ouais, mais tout dépend. Là, on va parler d'un autre réalisateur. C'est qu'on va s'en aller sur une autre bande. Mais, sauf que je suis curieux sur le Snyder Cut quand même, parce que j'ai hâte de voir... Tu sais, que tu es témoin d'une catastrophe ou de quelque chose que tu vas faire, OK, c'est pas une catastrophe. J'ai hâte de voir curiosité là-dessus aussi. Mais bref, Ready Player 2, là, il y a des pourparlers pour un film. Ça vous tente-tu de voir un film de ça? Ben, ce sera pas long. Comme je vous ai parlé avant le podcast, l'élément le plus important de ce roman-là, la quest la plus importante, c'est 50 pages dans l'univers de Purple Rain. Oh yeah! J'ai hâte finalement au film. Ouais, un Purple Rain remasterisé avec des prints partout. Ouais, mais en même temps, pour le premier film, on avait enlevé presque tout ce qu'il y avait de référence aux années 80 pour remplacer ça par les années 90. La seule chose qu'il peut faire avec ce film-là, c'est de crisser à terre pour monter une nouvelle histoire. Parce que, tu sais, The Shining, là, c'est pas dans le livre. Là. Non. Puis cette séquence-là est quand même super agréable à voir, puis super le fun à voir pareil dans le film, tu sais, mais ça n'a rien à voir avec le livre, tu sais. Fait que, est-ce qu'ils sont obligés de mettre Prince dans le film? Possiblement, mais c'est parce que bien que la façon que l'intelligence artificielle de Hallyday, qui est le méchant là-dedans, c'est tellement rendu un trou de cul. Puis tu sais, ça prend le personnage à Hallyday qui était comme un asocial geek, qui était mésadapté un peu. Puis tu sais, que tu voulais l'apprécier parce que le gars faisait pitié. Tandis que dans celui-là, de la façon qu'il expliquait sa vie, c'est que là, ce gars-là était tellement aigri et jaloux des autres qui avaient une vie, qu'il en est devenu une intelligence artificielle toxique qui voulait tuer tout le monde parce que personne ne l'a jamais aimé de sa vie, là. Arc. Non, tu veux pas voir de film de ça, finalement. Tu veux pas voir de film de ça, donc c'est la question qu'on va se poser, là. C'est si Steven Spielberg est d'accord sur le projet, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec? Hey, je finirai avec les poisons. Qui veut commencer? Jean-Nic a l'air d'être craqué. Ouais, battez-vous pas. Jean-Nic, commence donc. Non, je vais être troisième aujourd'hui. Je suis en train de vérifier de quoi. Vas-y, Alan, c'est toi qui vas commencer. Je vais commencer avec une lecture très intellectuelle. Je l'ai montré quelques images tantôt à Martin. C'est une BD qui s'appelle Rags. Ça vient de Antarctic Press. À base, c'était une BD qui était sur sociofinancement parce que c'est une histoire d'une fille qui combat des zombies.
Mais la prémisse de l'histoire commence que c'est une ex-militaire PTSD, ça fait qu'elle souffre d'un petit syndrome post-traumatique sévère, et elle s'engueule avec son chum, puis que comme de quoi qu'il l'a sorti de la rue à cause qu'elle était tout croche, puis pendant qu'elle chicane, puis que son chum il dit tu me douais tout, elle fait comme ah ouais même mon linge, c'est qu'elle tire tout son linge par la tête, et son chum se fait tuer par des zombies, puis est obligé de se sauver. Donc tu as une prémisse d'une ex-militaire qui doit se sauver de des zombies tout nu. Sa plus grande mission, c'est de se trouver des pantalons parce qu'elle est vraiment tout le temps tout nue. Et tu te rends compte que dans la ville où elle est en Californie, ben, les militaires ont fait une radio, ont ramassé le linge pour les shelters de réfugiés. Donc, il n'y a vraiment plus de linge en ville. Le gars qui a écrit et dessiné ça, là, c'est quoi? Il voulait juste dessiner du monde tout nu, finalement? Ben, je t'ai dit que c'est un sociofinancement, il faut aller chercher de l'argent. OK. Mais non, c'est super drôle, c'est bien dessiné. C'est dessiné par Luigi Teruel, possiblement un gars dans le coin d'Italie haut. Mais je peux même pas dire que c'est mauvais. En plus, vu que c'était la version trade paperback, tout qui est censuré, c'est qu'il y a des têtes de mort de lapin sur toute la nudité. C'est que ça fait un petit côté très drôle dans BD quand tu lis ça. Mais y a-t-il une version où c'est pas là ou? Tu peux acheter des numéros à l'unité, mais va pas sur sur eBay essayer de les trouver. Je pense que c'est 300$ du numéro. Aïe aïe. Tout ça pour voir une paire de boules. Pour être dessiné en plus. Mais au mieux le demander à l'auteur directement. C'est parce que c'est le genre de BD des ouais. Peux-tu parler à l'auteur? Oui. Mais il y a même la dernière page qui est in memoriam au premier, un gars qui a bidé là-dessus puis qui était le plus grand sporteur parce qu'il est mort. Ce gars-là, il a dû donner vraiment beaucoup d'argent pour mériter une page là-dessus, pour voir des boobs dessinés. Mais je trouve que ça fait un changement d'histoire de zombies différents. Ça fait un petit peu style manga où tu vois des filles à moitié habillées qui se ramassent toujours tout nues. C'est léger, c'est coquin, et ça se lit à une main, c'est ça? Ouais, c'est quand même un trade paperback assez gros. Ça se tient-tu bien à une main, ça, Alan, pendant que l'autre main... Ah, mais je te l'ai dit, il y a des petites têtes de lapin morts dessus, tu vois rien, là. Ne sait-on jamais? Mais, on est de... Oui. Je trouvais que ça faisait changement des poisons normales. Moi, j'ai acheté ça parce que je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, j'aime ce genre de bande dessinée-là où ils n'ont aucun scrupule sur ce qu'ils font là-dedans. Puis, c'est ça qui est le fun une fois de temps en temps dans ce média-là, c'est sortir de la barrière 13 ans et moins. Oui, quand même. Mais gars, tu vois, je lis tout ce que Stéphane Sejic et sa blonde font. Fait que je connais un peu. Là, tu peux absolument pas me juger là-dessus. Absolument pas. D'ailleurs, j'ai commencé Swing, qui est fait par sa blonde, là, dans le même univers que Sunstone. Puis honnêtement, c'est vraiment très bien. Là. Sauf que là, cette fois-là, au lieu de parler de BDSM, on parle plutôt d'échangisme. Quand même intéressant. Je vous en reparlerai à un moment donné, mais que non, mais si vous avez ce site de bande dessinée-là... Jean-Nic, tu fais quoi la semaine prochaine avec ta blonde? Swing! Les post-bébés, là, c'est pas le temps. Swing, swing, swing! Fait que... Rappelle-nous le titre, Alan? C'est Rags, R-A-G-S de Antarctic Press. C'est un petit trade paperback quand même abordable. Puis non, c'est pour les gens qui aiment la BD folichon une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Puis mais ça change les idées, mettons. OK. Je vais y aller avec le mien. La semaine dernière, on vous a parlé, ou la semaine dernière ou l'avant-semaine dernière, en tout cas, je me souviens plus, AWA, là, le nouveau studio de comics qui avait publié, entre autres, Year Zero, je pense, ensuite Hotel. Year Zero, Red Border, Hotel, puis moi, j'avais beaucoup accroché sur Red Border, qui avait été ma préférée. Et l'auteur Jason Starr, puis je suis allé faire ce que je fais d'habitude quand je tripe sur quelqu'un, voir ce qu'il a fait d'autre. Et je vous avais dit que j'avais commandé The Chill, qui était chez Vertigo à ce moment-là, dans un format d'ailleurs qui est très poche. Là. On va se le dire, là, c'est vraiment un format de marde. Là. Ça ressemble à un manga qui n'en est pas un, mais qui est un peu BD américaine, mais genre rétréci au niveau d'un manga. Tu sais, c'est les dimensions d'un TP, mais réduites au manga. Fait que c'est comme bizarre. Là. Ça fit dans aucune bibliothèque, puis c'est très laid. Par contre, j'ai vraiment aimé ça. Très, 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 très bon divertissement. Ça m'a fait penser à ce qu'il a fait avec Red Border. On n'est pas dans l'inconnu pantoute. C'est l'histoire, donc, d'un couple dans les années 60 et pendant qu'il fait l'amour avec sa blonde, il gèle sur place. Et sa blonde ne sait pas quoi faire. Elle pense qu'elle l'a tué. Fait qu'elle va voir son père. Son père dit « Enfin! » Et ils s'en vont pour tuer le gars. Le gars n'est plus là. Et là, il apprend à sa fille qu'elle a le pouvoir de chill.
et que c'est dans sa culture irlandaise, depuis des temps immémoriaux, les femmes vont coucher avec des hommes, les rendre complètement gelés, et à ce moment-là, on peut les tuer et comme ça vivre éternellement en faisant ça de plus en plus à travers le temps. Et ils vieillissent pas, peuvent changer d'apparence, et c'est comme ça qu'elle crouse les hommes parce qu'elle répond toujours au désir des hommes qu'elle rencontre. Et on se transporte dans les années 2000, et là, elle va dans un bar. Il y a quelqu'un qui meurt dans ce bar-là et on suit l'enquête et le policier reçoit les descriptifs de la fille qui est partie avec le gars et c'est 6 descriptifs différents de 6 types de filles différents. Et c'est dessiné. Et c'est ça qui est intéressant parce que toi-même, avant qu'ils te le disent, tu fais comme, voyons, la fille n'est pas pareille. C'est moi qui ai mal vu. Et on suit donc cette histoire-là alors que le gars des années 60 réapparaît, maintenant plus âgé, et essaie de convaincre les gens de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs mystiques, puis que c'est des serial killers qui se servent de ces pouvoirs mystiques-là. Et on les suit à travers la bande dessinée. C'est tellement bon, là. C'est tellement bon. Honnêtement, c'est vraiment idiot. C'est une bonne lecture. Tu n'auras pas de suite à ça. C'est contenu dans un seul volume. Puis vraiment, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a fait penser à Red Border, en fait. Là, si vous avez aimé Red Border et la façon dont c'est écrit, ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça dans The Chill. Ça fait déjà quelques années que ça a été écrit. Code Vertigo, ça a été cancellé. Ça fait quand même quelques années de ça. Là. Donc, vraiment, BD policière, enquête, un peu de mystique. Ça m'a fait penser aussi un peu à Basket Full of Head de Joe Hill. C'est-à-dire qu'on se sert d'une mythologie, cette fois-là, irlandaise, avec des histoires qu'il a probablement récupérées dans ce coin de pays-là. C'est un peu comme si nous autres, on essayait de faire une bande dessinée avec la chasse-galerie, mais aujourd'hui, tu sais. On essayait de reprendre ces concepts-là qui nous sont propres à notre culture puis d'essayer d'en faire quelque chose de plus contemporain. Ça me fait penser un peu à ça. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Un jour, il faudrait que tu lises Hellboy, toi. J'ai essayé. Et j'ai pas aimé ça. J'ai abandonné. Et moi, je suis pas comme Alan. Je suis pas capable. Ça va. Peut-être. Tu sais, des fois, il y a des choses que j'ai lues ou que j'ai vues que j'étais dans une disposition particulière, puis des fois, je leur donne un deuxième essai. Puis des fois, tu te rends compte que, finalement, OK, ouais, j'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions. Ce qui arrive, c'est souvent sur ce genre de lecture-là, c'est que tu te fais tellement une idée fixe, ça va de la commencer, puis que ça va pas dans la direction que tu veux, c'est là que ça fait mal, puis que tu abandonnes. Puis quand tu prends ton temps, puis un peu de recul, puis tu recommences à lire, en sachant sur quoi tu t'embarques, tu es mieux capable de l'accepter parce que tu vas avoir du recul, puis tu vas savoir qu'est-ce que tu vas lire plutôt qu'y aller par anticipation. Tu sais, comme on fait souvent avec les films, qu'on a des hypes, puis on arrive là-bas, puis on vit des grosses déceptions. C'est l'anticipation, c'est ce que tu t'attends, puis ce que tu veux voir ou lire, souvent qui va créer ce problème-là. Oui. Puis des fois, ça vaut la peine de donner un deuxième essai. Des fois, tu vas découvrir des choses. Des fois, ça vaut la peine même de donner un premier essai. Tu sais, Alan, Joker, à m'amener, il faut qu'il donne un essai. On va faire une soirée Wonder Woman, Joker, Alan. Ça sera pas long. Si vous trouvez un moyen avec, mettons, deepfake de changer la face de l'acteur tout le long, peut-être, OK? Si vous réussissez à m'enlever Joaquin Phoenix tout le long, peut-être. Alan a un sens de la conviction assez incroyable. C'est le seul gars que je connais qui a yassé quelqu'un pour pas écouter un film. Honnêtement, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime pas. Mais je vais quand même tenter des fois d'essayer d'écouter un film une fois de temps en temps. J'ai jamais vu un de ses films de plus gladiateur quand même, qui est un de ses premiers rôles. C'est incroyable. Ça fait longtemps que je le hais, ce gars-là. C'est incroyable que tu n'aies pas au moins essayé une fois quelque chose. J'ai même pas osé écouter Wild the Line. Pourtant, je suis convaincu que c'est un film qui est excellent. Oui, en tout cas, même nous, on va t'avoir. Et Jean-Nic, tu nous avais demandé de terminer ça, donc on y va avec toi. Ouais, fait que vu que j'ai demandé de repousser ça, je vais y aller avec 3 poisons. OK, oui, pourquoi pas, hein? Un, c'est pas assez. Non, je vais y aller avec, je vais faire ça rapidement, là. Série Netflix, Queen's Gambit. J'en entends beaucoup parler, puis il faut que je la commence. Ouais. T'écoutes ça, puis t'as l'impression d'écouter un biopic. Genre, c'est vraiment bien fait, puis on a l'impression... Tu sais, tout le long, t'as le feeling que t'es en train d'écouter quelque chose qui est arrivé pour vrai. Malheureusement, c'est pas arrivé pour vrai. Là. C'est un roman qui date des années 60, si je ne m'abuse, qui avait fait un gros buzz à sa sortie. Heath Ledger voulait réaliser un film sur cette histoire-là. Et finalement, il est mort avant de pouvoir le faire. Netflix ont pris le projet, ils ont décidé de le mettre à terme. C'est avec... comment ça s'appelle? J'ai Joy dans la tête. En tout cas, Anna Taylor-Joy. Ouais, OK. Anna Taylor-Joy, ouais, qui a joué dans New Mutants, a joué dans The Witch. Elle est vraiment incroyable dans cette Elle a joué dans Split. C'est pas mal Split qui l'a mis sur la map au cinéma. Oui, exactement, oui.
c'est une actrice à surveiller. Là. C'est vraiment cool. Super de bonne série. Une jeune fille qui a comme des dons particuliers pour les échecs, qui, à travers ses expériences personnelles, puis ce qu'elle vit avec ses contacts sociaux, grossit là-dedans. Puis c'est aussi une mise en abîme pour parler des rapports entre les États-Unis et la Russie à cette époque-là. Ça se passe dans les années 70. C'est super cool, ça s'écoute bien. Du Netflix en 7 épisodes, 50 minutes par épisode. Y a-tu l'épisode de trop? Y a-tu l'épisode de trop qui est fidèle à Netflix, non? Absolument pas. L'épisode de trop, c'est le premier épisode. C'est probablement le plus faible, mais c'est lui qui met en place le personnage puis ce qui va y arriver par la suite. Fait que passer à travers le premier épisode, qui s'écoute très bien, là, et le reste, c'est du bonbon. Sinon, je vous recommande Masters of Doom. Là, on est vraiment dans la biographie. C'est l'histoire des deux créateurs de la série Doom. Okay. C'est drôle parce que c'est une très belle réponse à Ready Player One ou Ready Player Two qui est imprégné de ces années-là. Dans le fond, les deux créateurs de Doom, c'est deux types qui s'appellent John Cormack puis John Romero. C'est deux programmeurs, mais qui sont vraiment différents. Genre, l'hyper geek qui étudie par-dessus la tête puis qui il sent que peu importe où il travaille, il est avec des épais. Et l'autre qui est un gars que il n'a pas de chance dans la vie, il vient d'une famille difficile, mais lui, codé, genre, il a ça dans le sang, puis tout est facile. Et ces deux gars-là ont tout le temps vécu en se disant, peu importe ce qu'ils font dans la vie, ils n'ont pas l'impression de s'accomplir. Et quand ils se sont rencontrés, ils ont créé id Software, puis ils ont commencé à travailler sur du side-scrolling pour ordinateur, en faisant une adaptation de Super Mario Bros. 3 pour ordinateur. Et je vous jure, ça tient en haleine. C'est complètement débile. Puis, tu sais, ils sont devenus deux superstars geeks, ces gars-là. Doom, c'est une franchise, tu sais, encore aujourd'hui, là, il y a un jeu qui est sorti il y a une couple de mois. Là. C'est complètement débile. Ils se sont chicanés à travers ça. C'est tellement cool. Masters of Doom. Puis Netflix est en train de travailler à une adaptation de OK, c'est un roman ou... biographie, là. Non, en fait, c'est une biographie. Ça raconte l'histoire de la création de Doom à travers ces deux gars-là. Fait que c'est une biographie, mais sur deux personnages. Ah, intéressant. Et ton troisième? Je ne l'ai pas encore fini, mais je voulais vous parler de AD After Death, qui est une bande dessinée en 3 numéros, parce que habituellement, quand Jeff Lemire non! il est soit scénariste et quelqu'un dessine. Je pense que Zoom est en train de planter en ce moment. Là. On était à 1h26 sans Jeff Lemire. On y était. Habituellement, il écrit puis c'est quelqu'un qui dessine, ou il écrit et il dessine lui-même. Et là, c'est une des rares fois où il dessine et c'est pas lui qui écrit, c'est Scott Snyder. Ah, câlisse. Martin, je pense déjà que sérieusement, c'est la bande dessinée que tu détesterais le plus de l'univers. Pourquoi? Parfois, il y a des pages où c'est que Scott Snyder qui écrit. De 2 pages, et c'est les single issues, là, j'ai l'impression que ça mesure 4 mètres de haut, là, et c'est rien que Scott Snyder qui écrit. Et après, tu tournes une page, tu as une aquarelle de Jeff Lemire, puis il écrit par-dessus. Puis là, 20 pages plus loin, ça tombe en BD semi-traditionnelle avec genre des dialogues et des bulles. Et là, on retombe sur Scott Snyder. Et c'est tout ce que j'aime pas et que j'aime dans Scott Snyder qui est là. Puis tout ce que j'aime dans Jeff Lemire, mais tu sais, j'aime tout dans Jeff Lemire. Fait que je suis vraiment curieux. Je suis rendu dans le 2e numéro. C'est une série de 3. Alan l'a acheté en même temps que moi. Je ne sais pas s'il l'a lu. Mais moi, je vous le conseille parce que c'est Jeff Lemire et Scott Snyder qui travaillent ensemble avec Scott Snyder qui écrit puis Lemire qui dessine. C'est honnêtement... Alan n'a pas l'air à répondre. D'après moi, il ne l'a pas commencé. J'ai acheté ça? Oui. Quand je l'ai acheté, tu l'as pogné aussi. Oui. C'est vrai, oui. Il traîne dans le fond d'une de mes boîtes infinies parce que j'ai 300 BD à lire dedans. C'est honnêtement probablement le pire comique de l'histoire de l'humanité. Ça doit être atroce. Ça doit être fun. J'ai hâte de voir où ça va aller parce que c'est vraiment bizarre, puis c'est vraiment lourd puis dur à suivre. Écoute, je suis vraiment perturbé. Dis-moi que la préface est signée par Frank Miller en plein milieu de la nuit après un réveil d'un cauchemar. Et honnêtement, c'est probablement la pire BD de l'histoire.
Sérieux, on va le lire, puis on va l'envoyer à Jake, puis on va faire un épisode où on en parle avec Jake. Non, tu me feras pas lire de Scotch. Hey, je suis en train de lire Batman Dead Metal, puis honnêtement, je suis sur le bord de scraper ma collection grand complet. Là. Je peux-tu sauver le tout en parlant que, là, même pas 2 semaines, est sortie la 5e saison de The Expanse sur Amazon, une série de science-fiction basée sur des romans là, qui sont hallucinants. Si vous êtes vraiment des gros fans de science-fiction qui est plus réel que fiction dans le futur, c'est vraiment la série à écouter. Ils ont confirmé qu'ils vont arrêter après 6 saisons, même s'il va y avoir 9 romans, mais il ne faut pas oublier que les romans 7, 8, 9, c'est genre 30-50 ans plus tard. Donc, puis à la fin du 6e roman, tu avais vraiment l'impression qu'il y avait une finalité. Donc, on sait que ça va avoir une fin d'ici 1 an et demi. Tout fan d'histoires qui sont dans l'espace à la Star Trek et compagnie doivent écouter The Expanse. La 5e saison vient d'être disponible. C'est des saisons qui varient en 10 et 13 épisodes tout seul. C'est du génie pur du début jusqu'à la fin. C'est que si vous voulez avoir du gros fun aussi avec la télévision, là, vous avez de quoi là. Merci. Il y a 2-3 ans, les gens disaient que The Expanse, c'était Game of Thrones dans l'espace. À l'époque, c'était signe de qualité. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça veut dire que ça va mal finir. Je veux pas voir la fin de ça. Hey, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. 2 semaines, salut. Salut, bye.